Alors, on met là. Alors Coco, là, tu vas où là? Alors l'autre, ben, je sais pas. Ah, voilà. Ah, Pierrette. Oh, bah oui, on n'aurait pas pu commencer comme ça. J'ai encore des amis qui ne doivent pas trouver. Alors, il y a... Ah là, pauvre, il n'y a plus le bras en écharpe, ça va? Ça y est? C'est fini le bras? C'est fini le bras? Voilà, on va vous mettre là, Pierrette, à côté de Monsieur Kissling. Voilà. Magnifique. Venez là, par là, Pierrette. Pierrette, c'est plus court par là. Voilà. Comment ça va? Écoutez, Marie-Hélène. Bon, alors je vous prie de m'excuser parce que la visioconférence, c'est un peu particulier. Donc je vais vous demander si vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que vous vous mettiez plus par là, s'il vous plaît. Autrement, on ne va pas vous voir. C'est plus sympathique. Alors là, il y a il y a le professeur Vétréno, là. Là, il y a qui? Bon, alors, mettez, non, devant on peut pas, malheureusement. Alors, si vous pouvez me mettre derrière, voilà, avec Michel, là. Voilà. Voilà. Et où est Marie-Claude? Comme j'expliquais à madame, il faut, pour la visio, il faut être plus par là, parce que très souvent, voilà. Non, tu te mets là, à droite. Ben non, et c'est qui? C'est Bernard, non? C'est qui? Mets ça dessus. Tout est filmé, tu sais, donc... Ah oui, mais même ça alors. Voilà. Bon. Voilà. Bonjour. Mets-toi plus, comme d'habitude, plus par là, s'il te plaît. Voilà. Comme ça, même s'il y a des retardataires, ils se mettront plus... Moi je reste un peu au fond parce que... D'accord, ok. D'accord. Moi, j'ai des amis qui doivent chercher. On laisse... Bernard va essayer de s'occuper des gens qui sont, oui. Bon, je sais, c'est pour ça que c'est très très difficile ici. Hein. Alors là, celui-là, on est là. Mais nous allons arriver là ou pas du tout? Comment ça? Sur cet écran. Non, il nous a dit que pour nous voir, pour savoir ce qui se passe, il vaut mieux qu'on regarde là. Hein, Jacques? Non, là c'est juste, vous n'avez pas besoin de regarder. Non, Vous regardez la caméra ici. D'abord c'est simplement un contrôle pour savoir ce que j'envoie. c'est ça, pour voir les images Qui sont envoyés qui d'ici. sont envoyées d'ici. Comme ça vous savez toujours ce que je suis en train d'envoyer. Et là vous avez toujours Monsieur Sol qui est en Italie. Non, non, mais vous n'avez pas à vous embêter, vous parlez comme... hein. Bon. Alors, quelques mots avant qu'on commence le film grâce à Jacques Chatelot, pour vous expliquer... Ah déjà? Bon, mais on coupera après. Pour vous expliquer le principe de la visioconférence, donc nous avons aujourd'hui 3 intervenants, Janine Varnaud, Jean Kissling, Petra Gargalio, qui vont chacun leur tour parler. Ensuite, s'ils ont des choses à rajouter en commun, ils le feront. Puis, on passe aux questions-réponses. Dans quel cas, pour les questions-réponses, vous êtes priés toujours d'appuyer devant vous, vous avez un micro noir, d'appuyer, parce qu'autrement, Jacques, qui est donc notre cinéaste favori, ne peut pas enregistrer. Je vous confirme que d'ici une dizaine... Alors, actuellement, vous avez des personnes qui sont en ligne, c'est-à-dire elles sont sur Internet, et elles regardent ce qui se passe dans la salle. Mais d'ici 15 jours, il y a un autre système qui se met en place. Donc cette première...
Tu nous entends, Gilbert? Gilbert, donc, qui est en Mauritanie, il nous entend. Tu nous entends, Gilbert? Oui. Oui, je vous entends très bien. Voilà. Voilà. Donc, alors, Gilbert Sol dirige le département application des réseaux et de la télématique. En fait, ici, vous avez le travail de 3 départements. Un département qui a un UFR de sciences sociales qui est représenté ici par le professeur Marie-Claude Vétréno-Soulard en rouge. Et Gilbert Sol qui dirige donc le département application des réseaux de la télématique avec Bruno Bourré qui s'occupe de mettre en ligne la conférence et Jacques Châtelot qui lui s'occupe de la partie visioconférence proprement dite. Voilà. Donc ces 3 départements pour arriver à faire ce que vous verrez sur Internet. Voilà. Donc je pense que on va commencer. C'est déjà enregistré. Mais c'est pas grave, on coupe. C'est pas encore prêt. Oui. Vous ne manquerez pas de dire que c'est l'éditeur. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui, oui, absolument. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Donc là, on va commencer. Mais ne vous inquiétez pas, on laisse la porte ouverte et on sait que voilà, que Jussieu est une forteresse et donc Marie-Claude, tu pourrais pas te mettre plutôt ou tu pars tôt, c'est ça? C'est ça justement. Non, non, parce que c'est pour qu'on te filme, parce que là on ne te verra pas. Bon. Non, mais c'est pour visuellement, c'est pas très joli pour la caméra. Monsieur Bois, Voilà. vous ne direz pas de regarder dans le couloir s'il y a des gens qui cherchent. Tu te mets près de madame, comme tu sais, le plus possible près de madame qu'on. Voilà. Voilà. Bon. Oui, alors ça va. Ils sont perdus. Bon, Bernard, tu les installes? Je disais, ils sont perdus, il faut aller les chercher. Donc, je vous prie de m'excuser. Aujourd'hui, on va commencer, si possible, à l'heure, étant donné les grèves. Et je remercie beaucoup les personnes qui se sont déplacées avec les problèmes de transport. Donc, on va vraiment... Pierrette, tu as celui-là? C'est ce livre-là, d'accord. Hein? On le montrera, hein? Répondre aux questions, ne pas parler. D'accord. Je ne vais pas faire. On me pose des questions, je réponds aux questions. D'accord, d'accord, très bien, pas de problème. Ah non, ben je vais demander des pages à. C'est vrai, excuse-moi, j'ai oublié. Hein? Oui. Merci. Là, si c'est pas un service rapide, tiens, t'as un stylo. On va vous demander de mettre vos coordonnées, chacun ici recevoir. Voilà, cela sera mis ensuite dans le livre d'or. Voilà. Sera rajouté au livre d'or. Bon. Ah, techniquement, c'est lourd, hein, ici. On peut commencer, Jacques? Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art du 22 novembre 2005. Nous sommes en direct à l'université de Paris 7 Denis Diderot sur le campus de Jussieu. Aujourd'hui, nous aurons une intervention de plusieurs personnes. Le sujet est École de Paris, passé, présent, futur, avec un point d'interrogation bien sûr. Janine Varnaud fera une communication appelée « Dans l'intimité de l'école de Paris ». Ceci fait référence à son livre qui sera présenté en même temps. Jean Kissling, Petra Gargalio. Donc je donne la parole à Madame Varnaud qui a écrit le livre Dans l'intimité de Chagall, Fujita, Pasquin, Sandrard, Carco, Macorlan, à Montmartre
et à Montparnasse, l'école de Paris. C'est un livre édité par les éditions Arcadia. Madame Varno est l'auteur de nombreux livres, notamment Adolphe Milich en 1966, Le bateau Lavoir, Presse de la connaissance en 1975, qui a eu le prix d'ouvrage de l'Académie des Beaux-Arts en 1977, La Ruche et Montparnasse en 1978, Suzanne Valadon, prix d'ouvrage de l'Académie des Beaux-Arts 1982, Jacob Balglé, 1982, Survage, 1983, Maurice Utrillo, Collection Les Maîtres de l'Art moderne, 1984, Picasso au bateau Lavoir, en 1986, Les artistes de Montparnasse et La Ruche, en 1988, Vuillard, prix Elifort 1989, édité en 1988, et le guide Varno de la peinture, ces tableaux qui ont une histoire, en 1990. Donc je donne la parole à Madame Jeannine Varno, qui, sauf erreur de ma part, est non seulement un grand auteur, mais aussi un grand journaliste. J'ai eu 30 ans plus de 30 ans de Figaro. Ça en fait des articles. Bon, alors, vous montrez d'abord ma tête, peinte par Pasquine. Oui. Et ça commence comme ça. Tout à fait. Donc, c'est la couverture. Tout à fait. Donc la couverture du livre, mais sans les jambes. Voilà. Donc c'est. Alors Madame donc Varno. ça c'est vraiment le début de l'intimité de tous les peintres qui venaient rue Colincourt où je suis née et où mes parents habitaient. Et Pasquine était un très grand ami d'André Varno. Il habitait rue Colincourt aussi. Et un jour, il est arrivé à la maison en disant « Je voudrais faire le portrait de Jeannine ». Et il avait toujours l'habitude de faire des portraits de Lolita, de jeunes filles alanguies sur les divans. Et il se trouvait devant une petite fille, je dirais pas modèle, mais enfin, tout ce qui est de plus dans la norme. Alors, il a fait ce portrait qui est un portrait assez rare pour son style, et qui est donc moi avec ma poupée, et une trompette dans la main. Et en fait, dès le matin, c'était un charivari dans la maison parce que on cherchait ma plus belle robe. Et puis moi, je me demandais vraiment ce qui se passait. Puis j'ai vu arriver ce Pasquine, un peu étrange, un regard très tendre, mais un peu, je dirais pas pervers, mais enfin un petit peu trouble. Et puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il vient faire là? Et puis donc dans le salon, on a commencé à chercher le fauteuil qui allait avec la robe. Ensuite, il a installé son chevalet. Et puis moi, naturellement, j'avais qu'une envie, c'était de voir ce qu'il faisait. Et il était d'une patience d'ange. Et la famille, toute la famille s'agitait pour me faire rire ou pour me faire rester tranquille. Et je ne resterai pas tranquille. Donc c'est donc la première expérience de modèle pour un peintre. Et ensuite, quand Valadon voulait aussi faire mon portrait, je dois dire que mes parents ont dit ça suffit pour d'un, elle est trop insupportable, on arrête. Alors j'ai plus eu de portrait de Suzanne Valadon, tant pis pour moi. Oui. Bon, alors ensuite, on peut voir la caricature de Pasquine, mais enfin bon, Oui. c'est la page à côté là, vous voyez. Il était toujours avec un chapeau melon, un costume noir. Et il a eu une vie extrêmement riche, mais en même temps très très désastreuse, puisque
il s'est suicidé à la fin de sa vie, complètement bloqué par les marchands de peinture comme Bernheim qui voulaient qu'il fasse trop, par les médecins qui voulaient qu'il ne boive pas, par ses aventures sentimentales, si bien qu'il est mort très jeune et que pour mon père ça a été un très grand chagrin. Donc nous sommes à Montmartre. Et à Montmartre, c'était, je ne dirais pas encore le maquis, parce que le maquis c'était vraiment la campagne au début du siècle. Mais quand je suis née, on commençait à construire les maisons de l'avenue Junot, mais ça restait un terrain vague, et on voyait les maisons qui commençaient à monter et qui cachaient toutes les fenêtres et tout. Mais moi, j'ai connu ce qu'on a appelé le maquis, c'est-à-dire la campagne, où il y avait encore beaucoup d'artistes. Voilà, et mon père a fait un dessin du maquis qui a illustré beaucoup de ses livres. Donc, mon père a joué un grand rôle dans ma vie parce que finalement, c'est lui qui est... Je ne suis que l'héritière de toutes ses archives et de toute sa vie. Et quand il est venu à Montmartre, il n'a jamais quitté Montmartre. On a toujours habité là, enfin en dehors de la guerre. Et ça, il était peintre. D'abord, il était peintre, et voilà un de ses tableaux qui est un paysage de neige à Montmartre, post-impressionniste un peu, mais c'était la façon dont il peignait. Mais en fait, on peut voir aussi, on le voit peindre dans la rue, oui, dans la rue de l'Abreuvoir. Ce qui est un peu dommage, je me permets de signaler, c'est que ce tableau est très très beau. J'ai eu la chance de le voir. Et on voit moins, là on n'arrive pas à le voir. On le voit bien ici. Oui, mais le petit personnage est très mignon avec le petit... Ouais. C'est moi avant ma naissance. Ouais. Parce que on ne voit pas ici. Si, on voit très bien, mais il m'a beaucoup frappé. Bon, alors donc mon père est peintre, mais il faut qu'il gagne sa vie, et pour gagner sa vie, c'est pas avec la peinture, ça sera avec l'écriture. Il va voir Pawlowski, qui est directeur de Comédia, et qui lui dit, puisque tu connais tous les petits gars de là-haut, en fait, c'est Picasso, Van Dongen, et tu vas me faire une petite rubrique des lettres et des arts. Alors mon père dit, je vous apporte ça demain. Non, tout de suite. Alors il écrit ça, et toute la nuit, il tourne dans Paris pour savoir ça va paraître ou pas. Comme tous les jeunes journalistes, on a toujours l'angoisse de se demander si le papier va passer. Et il trouve son papier, et Pawlowski lui dit, ça va très bien, tu continues. Et ça a été à Comédia, donc en 1909, ses débuts de journaliste, et qui ont fait qu'il a toujours vécu avec les peintres, et que les peintres étaient ses amis, et qu'ils venaient tous rue Colincourt pour fêter n'importe quoi. Et moi, j'étais petite fille dans la cuisine, et je les regardais, je me disais, ils ont quand même pas du tout la tête des pères de mes copines, mais enfin bon, et je les regardais, il y avait donc tous, Kissling entre autres, et donc il y avait les poètes aussi, il y avait Carco, il y avait Dorgelès, il y avait Mac Jacob, et pour eux c'était la fête. Alors donc moi j'ai participé dès le début à cette vie avec les artistes. Si bien que je trouvais ça tout naturel. Et que, donc, mon père allait toujours au bal des Quatre Arts. Ça, c'était sa grande joie. Et j'étais petite fille, et ma grande joie à moi, c'était de sortir le sac où il y avait tous les costumes, les accessoires, enfin, qui étaient toujours les mêmes. Et donc, il partait comme ça, habillé en empereur romain ou en gladiateur, enfin peu importe. Et quand il revenait à 8h du matin en empereur romain, il me disait, tiens, je vais te conduire au lycée Jules Ferry. J'étais toute fière d'avoir un père empereur romain et de descendre la rue Colincourt avec lui. C'est pour vous dire à quel point tout ça était pour moi très très normal. Ma mère un peu moins trouvait ça un peu moins normal, mais enfin
Moi, je trouvais ça normal. Alors donc, mon père est jeune journaliste, et quand je nais, comme je vous disais, ils viennent tous à la maison. Alors, il y avait Suzanne Valadon. Alors voilà un autoportrait de Suzanne Valadon qui est très beau et qui est... elle s'est peinte comme elle était, mais là, elle est jeune. Moi, je l'ai connue, elle était déjà beaucoup plus âgée, elle avait un chapeau, une cape, des petites lunettes, et puis elle était assez sévère, elle critiquait non seulement les critiques, mais surtout les marchands de tableaux, et mais elle avait vécu une vie difficile à cause de son fils Utrillo, et c'est quand même grâce à elle que Utrillo a peint, mais en même temps, c'était très lourd, et pour l'un et pour l'autre, de l'amour et la haine de la mère pour Utrillo a été... ça l'a peut-être aidé à peindre, mais ça l'a aidé à boire aussi, et c'était le trio infernal. Alors, il y a un portrait, voilà le portrait de famille. Là, on voit Suzanne Valadon, sa mère, Utrillo, penseur, et derrière Uther, qui avait le même âge qu'Utrillo et qui était devenu le mari de Suzanne Valadon. Donc, ils vivaient tous ensemble, et c'était des scènes épouvantables, et quand Utrillo revenait complètement ivre... il fallait l'enfermer dans un placard, il jetait tout par la fenêtre. Enfin, ça, c'était la vie de Montmartre. Ça se passait dans les ateliers qui est le musée de Montmartre maintenant. Alors donc, un autre endroit qui était important, c'était le lapin agile. Et le lapin agile, voilà, ça c'est le portrait du trio. Le lapin agile, c'est là où il y a eu le fameux âne, Lolo, qui a peint un tableau avec sa queue, parce que c'était l'époque des canulars, et Dorgelès et mon père ont voulu qu'il y ait un tableau exposé au Salon des Indépendants, et qui soit fait par un âne. C'était la grosse blague. Et au Salon des Indépendants, tout le monde regardait ça, on se demandait si c'était de la peinture abstraite. On voit la scène avec l'âne, et puis dessous la peinture qu'il a faite. Parce que j'ai retrouvé finalement la peinture dans un musée à Milly-la-Forêt. Parce que ce tableau a circulé de collectionneur en collectionneur, il a abouti là. Voilà. Alors là, mon père est tout à fait sur la droite, enfin... Il y a Dorgelès à côté de lui, et puis c'est la petite équipe, et puis voilà l'âne Lolo, qui est donc avec sa queue en train de barbouiller une toile. Et mon père a fait un très beau dessin sur l'intérieur du lapin agile, avec le père Frédé et sa guitare. Bon, alors voilà le père Frédé, et puis voilà le tableau ça s'appelait Le soleil se coucha sur l'Adriatique. Alors donc, après cet épisode du lapin agile, mon père rencontre ma mère, qui était elle-même, jeune peintre, et on voit son portrait, fait par un peintre de l'Institut qui s'appelle Bachet, mais qui est très, très beau, au pastel. Alors, la voilà. Voilà, donc c'est un beau portrait, et très, très 1900, mais en même temps, qui laisse un beau souvenir d'elle. Et donc, elle a continué à peindre, et puis, donc, elle s'est mariée. Ensuite, il y a eu la guerre de 14, elle a arrêté, et puis après, elle a repris. Et voilà un de ses tableaux, elle faisait beaucoup d'intérieur, des choses romantiques ou bien des paysages d'Honfleur. Voilà un de ses tableaux. Alors la guerre de 14 arrive, et là c'est le drame, parce que mon père est tout de suite fait prisonnier, et je dois dire qu'à son retour, Domergue a fait un très beau portrait de lui au pastel aussi, qui est de 1915. Et c'est pas Les femmes au long cou qui l'a fait après. C'était un portrait beaucoup plus classique, mais qui est superbe.
Bon, alors mon père, étant prisonnier, a fait énormément de dessins qu'il a ensuite retrouvés en petits bouts de papier faits sur le camp même et qui a illustré son livre qui s'appelle Prisonnier de guerre. Ça, c'est une des scènes et alors, le livre est truffé de dessins, dont voici un, et puis un autre là-haut qui est le camp. Et puis la couverture du livre, parce que à cette époque-là, les auteurs, enfin tout du moins qui étaient peintres, faisaient eux-mêmes leur couverture. Et il a fait beaucoup de couvertures. J'ai tous les exemplaires des couvertures. Et puis à côté, c'est le dessin là. Voilà la couverture qui est apparue sous le nom de Prisonnier de guerre. Alors, il y a une photo de famille, là, qui est... Moi, ma mère et plutôt lui, ma mère, et moi, petite fille, sur ses genoux, qui est donc rue Colincourt, où j'ai toujours vécu, et un autre portrait de moi par Brisgand. J'ai l'air de parler beaucoup de moi, mais enfin, c'est mon autobiographie, alors. Voilà, un joli portrait. Voilà. Mais qui est au pastel aussi. Et j'ai pas l'air, mais j'ai beaucoup souffert comme modèle pour ce portrait, parce que pendant que je posais, le chien de ce Brisgand mangeait ma poupée. Un petit marin, et j'ai jamais pu me consoler parce qu'on m'a offert 50 marins, mais c'était pas celui qui avait été mangé par le chien. Bon, alors j'allais donc au lycée Jules Ferry, et dans ma classe, il y avait la fille de Sennep, vous savez, le dessinateur humoriste Sennep. Et alors les pères venaient nous chercher le samedi, et enfin moi je sais pas, je suis la troisième, et puis Marie-Antoinette Sennep est au troisième rang, un peu au-dessus. Et alors les pères venaient nous chercher, et alors il y avait le programme de la visite du Louvre, la visite des monuments, et le lundi, on se racontait nos histoires, et surtout ce qu'on avait mangé avant d'aller au Louvre. Alors enfant, il y avait aussi Carco, on était chez Roland Dorgelès, et alors sa femme, Agna, était cantatrice. Et alors, après le déjeuner, elle s'est mise à chanter « Nous avons fait un beau voyage ». Et Carco et moi, on était consternés devant cette cantatrice. Et Carco me dit « Viens avec moi ». Et il m'a emmené à la foire, c'était à l'Isle-Adam. Et il m'appelait ma petite fiancée. Et alors, dessous le portrait, il y a une lettre qui m'a écrite plus tard, où il signe le fiancé de Barbizon. De Barbizon, oui. C'était pas l'Isle-Adam, c'était Barbizon. Alors ça, j'ai gardé ça précieusement. Et puis alors, Dorgelès, qui avait écrit les croix de bois, j'étais au lycée, et il y avait une dictée d'un extrait des croix de bois. Et puis, après, il y avait le questionnaire, comme toujours. Et dans le questionnaire, il y avait qu'a pensé l'auteur en écrivant telle phrase. Alors, je rentre à la maison, je me dis, je peux pas savoir ce qu'il a pensé, je vais lui téléphoner. Alors, je téléphone, Monsieur Dorgelès, c'est moi, Janine, voilà, j'ai un devoir, et on me demande ce que vous avez pensé en écrivant telle phrase. Il dit, mais ma petite Janine, j'ai pensé à rien, tu penses. Les écrivains ne pensent pas pour écrire. C'est après, peut-être, ou avant, mais jamais pendant qu'ils écrivent. Alors, j'ai pas osé mettre ça, parce que je me suis dit, je vais avoir 0. Et puis, c'est pas bon pour l'auteur d'avoir 0. Alors, donc, mon père va au bal des Quatzars. J'ai raconté l'histoire avant, mais on peut montrer sa photo déguisée. Là, c'était pas en empereur Robin, c'est celui du milieu. Avancez encore un peu. Voilà, ça, il est comme un peu en page, je pense que c'est celui du milieu. Et puis, on arrive au bateau Lavoir.
on arrive donc... Non, on n'arrive pas au bateau Lavoir. On arrive au restaurant Manière. Au restaurant Manière, c'est là où tout le monde se réunissait. Gus Boffa, Chasse Laborde, et toute la bande du Carapouillot, avec Galtier-Boissière et Pasquine venait aussi. Et c'était très joyeux. Alors, j'étais venue un jour, parce que mon père me dit, c'était juste en face de l'appartement, on était au 5e. Alors, il me disait toujours, cours aussi vite que tu es belle et va m'acheter un cigare chez Bagnères, parce qu'il faisait tabac en même temps. Alors, arrivant chez Manière, je m'informe un petit peu et alors là, j'apprends qu'il y a des tas de gens, des tas de grands écrivains qui viennent déjeuner là. Et voilà la bande, vous voyez, chez Manière. Alors mon père est au milieu, là, avec les cheveux bruns. Et puis il y a toute la bande, quoi. Il y a Macorlan, il y a Pasquine, il y a Galtier-Boissière, il y a les bouteilles de vin rouge. Et c'était une joyeuse bande. Et alors c'était la mère Manière qui faisait les repas. Et alors ma mère, qui était d'une santé un peu fragile, elle descendait avant pour savoir le menu. Alors on lui disait, je sais pas, il y a des huîtres. Alors ma mère disait, j'en mange pas. Il y a du boudin, j'en mange pas. Et alors elle remontait à la maison, et alors elle me racontait l'histoire. Et cette histoire, j'en mange pas. Alors je suis rentrée manger une bonne soupe avec ma petite fille. Alors ça, j'ai pas oublié. C'est pour ça que je le raconte. Bon, alors où suis-je encore? Je suis avec le chien de Suzy Solidor. À Deauville. Alors, je sais pas. D'accord. 103. Et puis c'est là où Fujita faisait de la bicyclette. Et Fujita, voilà, ça c'est la photo du chien de Suzy Solidor. Et j'avais une peur terrible, et en mettant mes doigts dans sa fourrure. C'était les années 25, quoi, où il y avait aussi Vendongen, où il y avait Tristan Bernard, il y avait des lieux comme ça. Et alors Fujita, on le voit et alors il était venu un jour, et il avait, dans sa veste, il avait un pinceau. Et il m'a donné ce pinceau. Et je l'ai toujours d'ailleurs. C'est un bambou avec un petit encrier, c'est un outil japonais. Et puis, Fujita a fait ma fille aussi. Et alors, ce qui est amusant, c'est de voir comment il s'y prenait. Parce que elle était bébé, et il a commencé à le faire sur un calque, un portrait. Et comme il était très myope, il était tout à fait contre le bébé. Et puis, il y a eu 3-4 séances comme ça. Et finalement, il me dit, j'étais ravie parce que c'était vraiment ma fille. Et alors, il me dit, bon, je vous l'enverrai dans 6 mois, voilà. Et quand j'ai reçu le portrait, eh bien, c'était un Fujita avec le côté poupée, des bras, de la tête, mais il y a quand même le fond de l'expression qui reste encore vrai. Mais c'était un Fujita. C'était plus le dessin que j'avais vu. Alors, il y a Marcoussis aussi qui m'a fait... là, j'avais 14 ans. Et alors, Marcoussis, il faisait partie des cubistes. Enfin, pas le cubisme de Braque et Picasso, mais son cubisme à lui, avec les couleurs. Et donc, j'avais toujours l'impression, quand je voyais ce portrait, que c'était un mauvais jour, que j'étais de mauvaise humeur, désagréable. Puis avec le temps, j'ai m'y fait. Donc, dans cette école de Paris, donc Kissling, qui va vous parler de son père tout à l'heure, j'ai eu dans l'exposition au musée de Montparnasse, avec Sylvie Buisson, j'ai présenté le portrait de Renée, qui est la mère de Kissling, qui est un très beau portrait, parce que ce livre était aussi le catalogue de l'exposition,
et toutes les œuvres qui étaient présentées au musée illustrent le livre. Voilà René Kissling. Alors, je ne sais pas si on peut voir une ressemblance avec Jean, mais vous jugerez vous-même. Bon, alors, la guerre arrive. La guerre arrive. Alors, nous partons pour Lyon avec le Figaro. Et là, bon, à la Maison de la Presse, on se regroupe un peu. Et on voit tous ceux qui sont venus avec l'Exode à la Maison de la Presse. Alors, on retrouve les écrivains, je vois, il y a Kléber Hédens, il y a André Billy, il y a tout ce groupe où on mange du chien écrasé, plus ou moins, mais où on a survécu. Voilà. Et puis alors, après la guerre, c'est là où j'ai suivi mon père qui m'a proposé de me prendre au Figaro. Donc j'ai commencé à travailler avec lui. Et puis ensuite, j'étais aussi secrétaire de Louis-Gabriel Robinet, qui m'a dit « Oh, vous n'allez pas rester comme ça, comme secrétaire ». Et il m'a fait avoir la carte de journaliste, je sais plus, 635, qui était un tout petit numéro. C'était vraiment après la Libération, le début de la reprise de la presse. Et donc, j'ai commencé là, un peu inquiète, en me disant, qu'est-ce que je vais dire, en voyant tous ces tableaux, qu'est-ce que je vais dire. Et puis, il y avait Raymond Cognac, qui était le dauphin de mon père après sa mort, qui m'a introduite dans ce métier que je continue un petit peu à exercer encore. Et puis, donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des expositions. Et le premier était donc le bateau Lavoir. Et mon père avait fait un dessin du bateau Lavoir, qui était un beau sujet parce qu'en fait, j'avais beaucoup de documents. Et grâce à ces documents, j'ai pu faire ce livre. Et René Huyghe a accepté de le prendre au musée Jacques Marandré. Alors ça a été le début et puis un Japonais est venu, ça a été le début de ma carrière de commissaire d'exposition. Et puis alors, ce qu'il y avait aussi mon premier article au Figaro, qui s'appelait Le jour de gloire, en fait c'était l'exposition de Cassou, qui présentait les artistes encore vivants de l'école de Paris, au fond. Et mon rôle, c'était de les interviewer en leur demandant est-ce que vous êtes heureux d'entrer dans l'histoire de l'art avec cette exposition, etc. Et en fait, le jour de gloire, c'était pour eux, c'était leur jour de gloire, puisqu'ils entraient dans l'histoire de l'art. Mais c'était pour moi aussi le jour de gloire parce que c'était mon premier article dans le Figaro. Voilà. C'est pour ça qu'on le montre. Bon, ensuite, donc, avec le bateau Lavoir, ensuite, j'ai fait la ruche. Et avec la ruche, naturellement, entre mes articles et les expositions, je retrouvais tous les peintres qui venaient quand j'étais enfant, rue Colincourt, et qui finalement étaient gentils avec moi parce qu'ils m'aidaient pour l'article. En fait, ils me disaient un peu ce qu'il fallait que je dise. Alors, il y a Chagall. Donc Chagall, il était venu à la maison dans les années 20 quand il était revenu de Russie. Et tout de suite, comme mon père l'avait accueilli, alors ça c'était en 1911 quand il est arrivé à la ruche, il veut exposer au Salon des Indépendants, donc il parlait pas français, il connaissait personne. On lui dit, il y a Warnaud qui est là à une table qui inscrit les exposants. Alors il y va, et puis mon père regarde ces tableaux. C'était donc les premiers, à la Russie, aux uns et aux autres, enfin, vraiment les premiers. Et Chagall était tout intimidé, et puis mon père lui dit, mais comment tu t'appelles? Bon, il inscrit son nom, et il lui dit, tu seras célèbre avant de savoir parler français. Et pour Chagall, ça avait été une ouverture extraordinaire
de penser que quelqu'un regardait sa peinture. Et il en a toujours été reconnaissant. Et avant de mourir, il est mort très, très vieux, avant de mourir, il me disait encore « Ah, ben votre père m'avait dit telle phrase ». Donc ça l'a marqué pour toute sa vie. Donc c'était vraiment un ami. Et alors quand j'ai fait l'exposition sur la ruche, il m'a offert ce gouache qui s'appelle Souvenir de la ruche, 237, Souvenir de la ruche, et qui est allé aussi au Japon. Et puis, dans cette école de Paris, il y avait naturellement Zadkine, avec son accordéoniste, et on peut le voir jouant de l'accordéon. Voilà, ça c'est le souvenir de la ruche. Bon. Et puis alors Zadkine, donc avec l'accordéoniste, et c'était une sculpture, voilà, que j'ai toujours, et quand il était encore vivant, il venait de temps en temps mettre un petit peu de patine, quand vous voyez qu'il y avait un peu de... C'était le plâtre. Et ce Montparnasse, naturellement, était animé par Kissling et aussi par Kiki, que Kissling a peinte et que Gargalo a fait une sculpture qui est vraiment très fameuse, qui circule dans le monde entier et dont Pierrette vous parlera tout à l'heure. Donc, voilà la sculpture, mais tu as peut-être apporté des meilleures photos, non? Enfin, je sais pas, tu verras avec Kiki comment Gargalo en est venu à peindre Kiki. Voilà, alors ensuite, donc, il y a la mort de mon père on voit son portrait fait par Dries, qui était très ressemblant, qui pour moi je trouvais horrible parce que elle le montrait déjà un peu vieux et abîmé, page 225. D'accord. et ce portrait, maintenant, je trouve très, très vrai. Voilà. Il est à Honfleur et il écrit parce qu'il passait son temps toujours ou à écrire ou à dessiner. Ça va. Et puis donc, Pierre Brisson avait fait l'article pour sa mort. Et c'est très curieux parce qu'en fait, je n'arrivais pas à croire qu'il était mort. Et c'est quand j'ai vu le titre, Mort d'André Varnaud, alors c'est là où j'ai eu le choc. Comme quoi, on dit que ce qui est écrit est vrai, c'est pas toujours vrai, mais enfin, hélas, là, c'était vrai. Bon, alors, je ne sais plus. Après, j'ai fait des expositions avec ses dessins, où on me voit là en train de... Et puis, ma vie a continué entre les expositions au Japon. Alors, une fois que c'était au Japon, ça, pour moi, j'étais mamamouchi quand j'arrivais au Japon, c'était des courbettes et puis tout ça. Et j'amenais au fond la peinture française, l'école de Paris, et pour eux, l'école de Paris, c'était la grande chose. Montmartre, Montparnasse. Alors, j'ai fait beaucoup, et puis j'ai fait aussi l'aube de l'impressionnisme, l'éclatement de l'impressionnisme, qui est allé après au musée du Prieuré avec Marie-Amélie Anctil. Et donc, j'ai continué comme ça. Et puis, quand j'allais au Japon, je revenais toujours par un pays, et puis je faisais une conférence, et puis j'avais envie comme ça, de visiter le pays, et j'étais tranquille, étant seule, j'avais un peu peur, donc on venait me chercher, et puis, avec l'ambassadeur ou le directeur de l'Alliance française, je visitais le pays. Alors ça, pour moi, c'était aussi merveilleux. Et puis, une année, j'ai voulu aller en Inde pour voir des grottes les grottes au-dessus de Bombay. Et puis là, j'avais pas de conférence, j'étais toute seule, j'étais morte de peur. Et puis, dans l'aéroport d'Aurangabad, qui était un bled, je vois un monsieur qui demande un taxi pour aller au même endroit que moi je voulais aller. Alors j'ai dit, monsieur, on peut peut-être partager le taxi. Et puis c'est ce qui s'est produit. Pendant 2 jours, j'ai visité ces grottes et c'est un Américain de San Francisco, passionné par l'art rupestre.
Donc, comme la chanson de Gilles Jube, on s'est écrit, on s'est revu, et depuis, ça fait 20 ans, je vais à San Francisco, et je le suis dans l'art rupestre, qui était tout à fait nouveau pour moi, puisque moi, c'était plutôt l'art moderne. Bon, alors voilà. Donc j'ai une photo de moi avec un chameau, et mon ami est un chameau, voilà. Et voyant dans le Tassili, 150 km à pied, et pour voir, il y a une image de rupestre, mais je sais pas Oui, si, tout à fait. Oui, si on voit bien, c'est là. très visible. Hein. Si on la voit bien. On voit bien. Enfin, voilà. Donc ma vie est partagée maintenant entre l'art moderne et l'art rupestre. Et enfin, j'ai encore été à Tokyo il y a pas longtemps. Et puis je vais finir mon speech là avec Tokyo, toutes les fêtes de Tokyo. Là, c'est la dernière page. Oui, là, au Japon. Ah, là, oui, ça c'est une maison de... Mais c'est la dernière page. Là. Oui, avec vous. Voilà. En photo. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé de moi, mais autour de moi, il y a beaucoup de gens célèbres, et puis des artistes, des poètes, et que finalement j'ai eu une très belle vie grâce à tout cet environnement que je suis fière d'avoir connu. Voilà. Alors, donc la parole maintenant est aux autres. Alors, vous parliez notamment de Kisling. Pouvez-vous nous oui. dire quelques mots de plus sur Kisling? Ah Kisling, bon, c'était vraiment un grand ami de mon père. Et puis, mais j'aimerais mieux que ce soit Jean qui parle de son père. Hein. Oui, mais dites au point de vue de sa peinture. Ah, de sa peinture, il a eu toute cette première période avec des paysages, des portraits, et que j'appréciais, etc. Et puis, non, mais Jean, c'est ton père, c'est à toi. Voilà. Ça, c'est Donc, petit. nous donnons la parole à Jean Kisling qui nous a gentiment remis des photos. À son collège en 1900, à Cracovie. Il Parce est que resté Jean à son Kisling collège. est né à Cracovie. Cracovie, oui, Voilà. en 1900. C'est-à-dire qu'il avait 9 ans. Là, c'est quand... c'est en 1914, quand il était en Hollande. Il est venu à Paris s'engager dans la Légion étrangère parce qu'il adorait la France et il voulait se battre pour la France. Et il a été terriblement blessé en 1915. Et comme vous expliquiez, parce que nous l'avons oublié, la Pologne alors était autrichienne, c'est ça? La Pologne était autrichienne, je ne sais pas, en 1914. Oui, elle était autrichienne, oui, bien sûr. Mais pas la Pologne, enfin Cracovie, une partie de la Pologne. Cracovie, voilà. Oui. Donc c'était le... Et je suis né autrichien, puisque mon père n'a été naturalisé qu'en 1924. Et moi, à ma naissance, donc, mon père était considéré comme autrichien, alors qu'il était polonais. En 1924, il est devenu français. D'accord. Donc là, c'est une photo, donc... de... Ah, ça, c'est une jeune photo de 1927. Et quand mon père était... Non, pas 1927, 1916. 16. 1916. C'est beau, Oui. C'est-à-dire 5 ans après son arrivée en France. Parce qu'il est arrivé en France en 1910. Il s'était engagé alors. Oui, dans la Légion étrangère, oui, c'est ça. c'est ça, C'est... Et avec Sandras, je crois qu'il s'était Oui, rencontré avec Sandras, avec Sandras. oui. Il était Sandras. dans le même... Avec Sandras. Et vous disiez que sur la photo de la guerre, en fait, c'était le seul survivant. Le seul survivant de tout ce groupe qu'on a vu. Ce groupe que vous avez vu, oui. Parce que c'était vraiment, il était au front même. Et ça, ça date de 1929, rue Joseph Barra. Là, Bon. on s'est connus, là. Oui. Quand il avait Joseph cet âge-là, Barra. et moi pareil, ou à peu près. Et on allait à Sanary, où il y avait la maison de vacances, et où Kisling a beaucoup peint. Oui. C'est lequel de vous? Moi, je suis le plus grand des deux petits. Le plus grand. Je suis l'aîné. Ça, c'est emmené avec ma mère et mon frère et ma mère. Ben oui, et vous avez vu le portrait, là, de sa mère. Oui, tout à fait. En peinture. Tout à l'heure, oui, tout à fait.
Alors Ah, puis voilà, ça a apparu. c'est la même photo. C'est la mais même- oui, dans elle est parue dans Paris-Montparnasse. Paris-Montparnasse, le 15 mai. Ça, c'est dans 1922. la revue Paris-Montparnasse, qui était à l'époque une revue très connue, très importante. Et c'était sur la couverture de la revue. Et cette revue, elle était dirigée par qui? Eh Ah, bien, Désolée, c'est une question piège. Géo Charles. Rapide. Géo Charles. Hein Géo Charles. Ah, ouais. Et puis, il y avait Paul Husson aussi. Et il y en avait un troisième encore. Il y en avait un troisième. Mais c'était la revue la plus importante C'était la revue la plus importante de l'époque. de l'époque. Et alors, pour les archives, c'est formidable. ces Et numéros-là, j'ai cette c'est rare, revue hein. chez moi dans les archives. Oui. Ils l'ont republié. Comment? Ils ont republié. Ah, ils ont fait des facsimilés? Ils ont fait un facsimilé. Ah bon, de ça toute c'est la bien, revue. parce qu'il y en c'est a bien, avec ça, savoir. Modigliani, il y en Ouais. a avec... Enfin, C'est c'était bien de savoir ça. hein. 14, hein? Ah, c'est très Ah, ouais, intéressant. ouais. Ah, bah oui, c'est fou. Ah ouais. Oui. Alors là, donc une photo encore Ça, c'est une photo. d'après un article. Pierre Cabane, qui était D'accord. quand même, vous avez connu, hein, Pierre Cabane. Ah bah oui, qui il a vit écrit- toujours. Hein. qui a Lui, fait un il aurait article pu venir, important en disant ce peintre comblé qui se... Ah oui. Et où il écrit plutôt, pardon, au temps où Montparnasse était la capitale de la peinture, il était venu du fond de la Pologne pour conquérir Paris. Alors, il devait y réussir sans coup férir. Ah, mon père, à l'époque, en 1912, c'était le plus jeune de l'école de Paris et c'était le premier qui a eu son appartement et son atelier. Et puis, il était très généreux et il accueillait tous les artistes Il accueillait. démunis, en détresse, etc. Oui. Le lit, Et c'est comme ça, la bonne Picasso chère. venait toujours manger à la maison pour économiser 2,50 francs. Oui, oui. Déjà. Ça, c'est le petit côté Et piquant quand il des voyait gens. mon père passer à Montparnasse, il disait regardez ce métèque qui passe. Ah bon, bon Oui. bah, Lui-même. il en était un autre. C'est gentil. Ça nous étonne pas trop de lui, hein. La jalousie. Ouais. Mais la jalousie parce que Christine était beau et que lui, il n'était pas. C'est ça. Oui, on va les deux. Kisling était beau. Hein. Il était beau, généreux, Absolument. Et il était ni beau sensible, ni généreux. etc. Mais oui, parce Et pas- qu'il a gagné sa vie beaucoup plus vite que les autres. Moi, j'ai été élevé avec 5 domestiques à la maison. Eh oui, ben, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, il n'y en a pas. Gargalo, je crois pas. Hein. Non, Gargano, c'est pas pareil. Elle nous expliquera, Petra, c'est pas pareil. Heureusement qu'il y avait les poules hein, dans le jardin. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais. C'est bien, tant mieux. Ça fait Ça, c'est plaisir. une- Donc, alors- il avait, à partir de quel âge il commençait à vendre sa peinture? Très jeune, alors. Dès qu'il À est, partir à l'âge de 22 ans. oui, Ah, dès qu'il est formidable, hein. arrivé à Paris. Enfin. Ça, c'est une belle exception. Hein. Ouais. Et ça, Ah, ça, il est c'est beau préféré. pendant la guerre, c'est moi qui j'étais dans la première Air Force américaine avec mon père. Voilà. je suis fier de vous. Ça se voit. Et c'est pas un déguisement. Je dis, ce n'est pas un déguisement. Ah non, non, pas du tout, non, non. Non, non. Non, non, ce n'est pas, ce n'est pas, Donc vous avez eu ce quand n'est même- pas au théâtre. C'était à la- Donc, c'est un peu comme un Varno, vous avez eu une enfance dorée, alors. Oh, bah, doré, Bien moi, sûr. il n'y avait pas d'argent, il y avait une vieille Bretonne. Oui, mais il y avait pas de c'était. domestique. Oui, mais c'était sympathique, la vie que vous Bah aviez. oui, non, mais Hein? je veux dire, mon père, il tirait un peu sur la corde hein, Ah pour, oui. pour sortir la voiture. Il fallait payer le garage et bah, c'était pas tous les dimanches qu'on pouvait sortir. Non, non, c'était pas du tout la même chose. Parce que le journaliste, ça rapporte pas grand-chose. Et mon père faisait des dessins, il illustrait tout ce qu'il écrivait, mais les livres, ça rapporte pas beaucoup non plus. Enfin bon, c'est dire Dans- que dans c'était les- pas du tout le... Dans les années 20, mon père a fait venir des États-Unis 2 voitures américaines. Bah oui, Une ça- 40 chevaux aucun pour lui rapport. et une 13 chevaux pour ma mère. Formidable. C'était dans la première page des journaux, un artiste. C'était un peu. C'est un peu. On a eu un peu le même phénomène avec Buffet après. Ça n'a rien à voir, mais. Ah, ça, oui. Très jeune. Très jeune aussi, il a réussi, Buffet. Hein.
Ah non, Oui, mais il a non, été dans pas la très jeune, misère Buffet. pendant longtemps. Non, non, pas C'est beaucoup. le prix de la critique Non, qu'il a je sorti. connais pas très bien Buffet. Oui, alors il a pas été. À partir de c'était- quel âge, Buffet? Moi, j'ai alors été à sa première exposition Oui. chez Drouin David. Bah, il a eu le Oh, prix il de la a eu, critique. il a eu avant rue des Écoles, hein, avant Drummond David. Hein. Rue des Écoles, dans une petite galerie, avant Drummond David. Drummond David bah était oui, déjà, bah, était déjà c'est connu là. C'est Déjà là connu. où il a reçu le prix de la critique, où mon père était pour. Et c'est grâce à. Enfin, mon père et puis le jury qui était là, il y avait peut-être, je ne sais plus, Maximilien Gauthier, ou enfin les critiques de cette époque. Et c'est mon père qui a défendu ce prix de la critique qui était Bernard Buffet. Car, oui, on a oublié de montrer, mon père, quand il a écrit les berceaux de la jeune peinture, Oui. la première phrase, c'est « L'école de Paris existe ». Donc c'est lui qui avait donné oui. ce nom Ce nom. d'école de Paris, Très important. que j'ai repris, Très mais c'est important. lui qui l'a donné. Ah oui, d'accord. Parce que il voulait bien expliquer que l'école de Paris, c'était naturellement l'apport des étrangers qui venaient à Paris, comme Kisling ou Chagall ou d'autres, mais c'était aussi les Français qui participaient avec les autres à créer un art moderne, en fait. Et ce mélange d'étrangers et de Français, c'est ça qui a fait l'école de Paris. Et quand je dis les Français, c'est Matisse, Derain, voilà. Il y avait beaucoup d'étrangers à l'école de Paris, Voilà. oui. Et Kisling faisait partie de cette école de Il y Paris. avait principalement des étrangers. Il y avait, alors, pour vous, alors, justement, alors, on va peut-être donner donc, Monsieur Kisling, je vous écoute, pardon, vous disiez il y avait beaucoup d'étrangers, vous disiez. Oui, il y Ah bah avait oui. plusieurs étrangers, oui. À partir de 1908. D'origine étrangère. D'origine étrangère, c'est ça. D'origine C'est ça, parce que étrangère. c'était les pogroms, l'Europe centrale était touchée. C'est comme ça qu'on a vu arriver à Paris Kisling, Oui, et il y a Chagall. toujours eu une Zaki. attirance pour tous les étrangers, Oui. même qu'il n'y ait pas de pogrom ou de choses comme ça. Il y a toujours eu une attirance pour Paris. Oui, parce qu'ils recevaient quand même des revues. Et ils voyaient que c'était quand même là où se créait cet art de Matisse. Paris était considéré comme la capitale mondiale des arts. Des arts. Et puis la liberté. Depuis longtemps déjà. Oui. Et puis la liberté de peindre ce qu'on voulait, alors que dans ces pays-là, ce n'était pas le cas. Non, c'est ça C'était l'école très de Paris. international comme goût. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y avait que les étrangers dans l'école de Paris. C'était non. la fusion des deux. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que très souvent, Oui. on Oui, pense oui, mais plutôt c'est à des étrangers naturalisés qui ont fait l'école de Ah, Paris. mais non, c'est l'osmose de l'intérêt que chacun portait à l'autre. Parce que les Français avaient besoin de cette bouffée de liberté qu'apportaient les étrangers, et les étrangers avaient aussi besoin de la mesure, d'un certain... enfin, il fallait les deux. D'accord. Donc, Petra Gargalio va nous parler aussi de sa vision de cette période. Ah bah, vous savez, ça c'est une autre version. Oui. C'est tout à fait différent. Mon père est venu très tôt à Paris parce qu'il a eu une bourse en 1903 pour venir étudier à Paris la sculpture. Enfin, venir étudier, je ne sais pas quoi, ce qu'il a pu, Rodin, etc. Parce que mon père, c'était la sculpture, c'était pas la peinture. Mais alors lui, il avait tous les amis espagnols de l'époque qui étaient venus habiter Paris, Manolo, Picasso, Juan Gris, qui étaient tous venus, enfin Juan Gris un peu plus tard, mais qui étaient venus à Paris parce qu'il n'y avait pas eu que les Polonais. Il y avait aussi les Espagnols, il y avait tout. Il y avait tout. Oui. Bah oui, Mais Guillaume, les c'était Espagnols ont Italie. été vraiment très très attirés par la France. Très. Presque, même certains Espagnols ne sont plus retournés en Espagne. Est-ce que vous pouvez nous donner des noms? Parce qu'on parle souvent des mêmes, mais est-ce qu'il y a des noms qui, à votre avis, sont méconnus et qui font partie de la grande école Alors de Paris? ça, j'ai préparé, mais j'aurais dû préparer parce qu'il y en a beaucoup, 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 dont on parle beaucoup moins et qui quand même étaient des gens très intéressants. Dernièrement, j'ai vu qu'il y avait une vente, Borès par exemple, était un merveilleux peintre. Il était castillan.
Et on n'en parle plus beaucoup. Il y avait des peintres merveilleux et des sculpteurs très bons. Il y avait Manolo, qui était un très bon sculpteur. Oui. On n'en parle pas. Qui sauf erreur de ma part. Un ami de Kisling en plus, mais oui. Qui était montré, je crois, chez Calveller, non? Mais Kisling a dû très souvent aider beaucoup de gens, parce que Manolo, il avait peint la radis. Ça, c'était effrayant. Ah ouais, oui, Mon rien père, du tout. il a pratiquement entretenu Modigliani Voilà. toute sa vie. Et c'est lui qui a payé ses actes. Il y avait d'ailleurs une... Ah oui, c'est lui qui a présenté Modigliani. J'ai encore la facture des frais d'obsèques que mon père a payé Pour Modigliani. Ah oui. Oui, c'est à sa important. mort, C'est important, il ça. était là. Ouais. 2500 francs à l'époque, C'était énorme à l'époque. en 1920. Ouais. Ah. Mais il y avait une chose qui était extraordinaire à cette époque-là, c'était une espèce de fraternité entre les artistes, qui n'existe plus. Exact, c'est ce que nous disent Mais les alors, artistes d'une façon... qui ont 80 ans. C'est ce qu'ils nous disent. Ils disent Rien ne se faisait sans les autres. Oui, Paris, que ce soit à Montparnasse ou que ce soit à Montmartre, il y avait une fraternité. Et malheureusement, maintenant, elle n'est plus. on confond copains et amis. Ah oui, Ce sont oui, deux c'est choses pas du différentes. tout la même Tout à chose. fait, le copinage, c'est pas pareil. Mon père n'avait Non, pas les le sou. copains et Non, mais les vous avez amis raison. sont deux choses différentes. Ah oui, Bien oui, sûr, oui. oui. Non, il y avait une amitié et une entraide énorme. Parce que mon père n'était pas riche, mais il n'était pas rare non plus qu'il y ait des amis qui viennent coucher à la maison et qui restent soi-disant un jour, mais pendant un mois. Et si je me souviens bien, il est né la même année que Picasso, votre père. Oui, ils étaient de la même année. Oui, mais enfin. Et votre père Ils s'appelaient tous les deux Pablo, mais ils n'étaient pas des mêmes origines. Picasso était andalou d'origine et mon père était aragonais. Mais enfin, il venait de Barcelone. Barcelone a été un puits d'artistes, oui. Il y avait Les Joan Gris étaient de Madrid, donc c'était quand même des régions très différentes. Moi, j'ai pas connu tout ça, mais j'ai connu la suite. Et j'ai vu que par la suite, jusqu'à la guerre de 39-45, il y a eu une énorme, je ne dirais pas une fraternité, mais il y avait un compagnonnage, D'ailleurs, il n'y a qu'à lire la fameuse revue Montparnasse. Oui. Combien les gens étaient, je sais pas, familiers, on se préoccupait les uns des autres. Enfin, ils se préoccupaient les uns des autres. Puis il y avait les ils cafés. s'intéressaient. Il y avait des exceptions quand même. Les Bien cafés de sûr, Montparnasse. et il y en avait qui étaient très vaches, ça c'est certain. Mais, enfin, Je ne veux pas mais c'est citer- normal. Je ne veux pas citer de nom, mais Eh ben, si, Mais si, au contraire, on est là pour avoir des témoignages. Ah, mais c'est sûr. Mais Picasso, Oui, c'était c'était un important peu pour l'histoire. bien, il Les était trois, très méchant. des derniers, parce qu'il y a les descendants, je ne veux pas avoir de problème. C'est ça, c'est surtout ça. On a peur des procès. C'est ça le problème. Moi, Mais j'ai à pas l'université, il n'y a pas de problème. Non, mais il est certain que Picasso n'était pas très chic avec Bien ses sûr, mais il est copains. connu pour. Hein. C'est évident. Moi, j'ai connu, je parle de choses que j'ai bien connues. Oui, bien sûr. Alors Oui. que il y avait trois célèbres personnages à Montparnasse. D'abord, qui Ah, on n'en dit faisaient pas que la partie- moitié, il faut dire tout là. Il faut tout dire. Que personne ne voulait voir. Ah bon, Et que, voilà, ils étaient là. nous restons dans le mystère. Pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui savent. Oui. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais oui, probablement, mais je ne vois pas. Il y en a un que je peux. Voilà, parce que Allez-y. je connaissais très très bien. Parce que pendant la guerre, mon père, qui était condamné à mort par les nazis en 1938, en 1940, il était obligé de partir aux États-Unis. Oui, puis il y en avait pendant la guerre qui vendaient Il les avait le plus tableaux. bel oui. appartement à l'atelier de New York sur Central Park. Et c'est là, il recevait tous les réfugiés. Et il y avait un célèbre personnage français qui était là et qui venait chez mon père pour manger, pour économiser quelques dollars, etc., etc. Et puis un jour, après la guerje l'ai rencontré, parce que j'étais dans l'aviation américaine pendant la guerre, j'allais voir mon père. Et à Paris, en 1955, cet homme célèbre a fait une conférence à l'hôtel Faubourg Saint-Honoré, l'hôtel, le nom m'échappe. Alors j'étais allé le voir pour lui dire bonjour. C'était un grand personnage, il y avait beaucoup de monde, et ça j'ai attendu. Voilà, vous vous souvenez, je suis le fils Kisting.
je crois que votre père faisait un peu de peinture. Oh là 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 là. Oui, ça, on n'oublie pas. Quel Mais ça ne cabot. m'étonne pas, ça. Ça Quel m'étonne cabot. pas. Mais Bah ouais. c'est terrible. C'était un Espagnol. Donc. C'était un Espagnol. Je ne vois pas. Je ne vois que Picasso qui soit capable de dire des choses Picasso comme n'était ça. pas à New York pendant la guerre. Mais pendant la guerre, il n'était pas. Qui pouvait bien. Attendez, cherchons. Un Espagnol à Qui New était York. en New York? Un Espagnol à New York. Ah, célèbre, célèbre. Ah, Dali. 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 Non. Oui. Ah, Dali. Oui. Bravo, il y a de Oui, le cabot par excellence. Ah oui, mais ça, rien ne nous étonne. Ah oui. Oui, c'est Il vrai. faisait partie un des trois Montparnasse. Oui, on va. Mais c'est Oui, Dali intéressant a qu'ils été un sont personnage les plus tellement connus du grand public, fantasque quand même. C'est ça qui est qu'on oublie intéressant. même que c'était un artiste, tellement Non, mais il était... Je dis toujours qu'il ne faut jamais confondre l'homme et l'artiste. Oui, bien sûr, bien Ce sûr. sont deux choses différentes. Et dans la vie générale, en général, c'est la même chose. Hein. Je parle dans tous les domaines, dans toutes les spécialités. Ah bah oui, Il y a l'individu et puis ça... Seulement ce qui se passe avec l'individu quand il y a des enfants et qu'ils ont su des choses, c'est dur à avaler parfois. C'est Oui. vrai que Oui. il faut des générations pour que ça s'efface. Oui. Et quand il y a eu des mauvais Mais moments à passer, il y a je dois tellement dire il y a que... tellement d'historiens, de biographes maintenant qui, Ouais. ces gens-là sont des gens merveilleux, etc., etc. Alors que moi, ceux que j'ai connus, parce que je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas, mais j'ai très très bien connu, je trouve ça scandaleux. Oui. Maintenant, Dali était capable de dire ça pour faire une blague aussi, hein, Mais je ne parle pas que de ça. Que de Je parle- lui, non, Je ne d'accord. parle pas que de cette chose qu'il a fait, bon, parce qu'il en a fait beaucoup. On arrive C'était comme on un peut. jaloux épouvantable, mais c'était un artiste extraordinaire, mais un homme épouvantable. Mais... Alors pour vous, l'école de Paris, c'est si on vous demande l'école de Paris. Mais vous savez, les Janine noms- et moi, nous avons à peu près le même âge et nous avons connu les mêmes gens. Alors, elle du côté de Montmartre, moi du côté de Montparnasse, c'était vraiment très similaire, hein, très similaire. Il y avait, d'abord, ils sont montés et puis après, ils sont redescendus. Voilà. Mais c'était les mêmes. Oui. Mais ce que j'ai jamais compris, c'est pourquoi Montmartre. Les premiers, les débuts Ah ben de les Montmartre. premiers, parce que Montmartre, c'était la campagne, c'était le chat noir, c'était là où tout se passait, ce qui intéressait les artistes. Est-ce que c'était moins cher? Est-ce que c'est une raison? Peut-être La vie est moins aussi, chère. la vie mais c'était la campagne surtout. Ah Oui, mais c'était la campagne pleine d'artistes. Maintenant, la campagne, elle n'est pas pleine d'artistes. Oui, Ouais, C'était moins mais cher. moi je pense. oh, c'est bah, ça, c'était non moins cher aussi, mais Bah, c'est important. oui, c'était moins cher, mais vivre je vous dis, il y en continental. avait un qui payait l'addition de tous les Ah, bah, autres. bien sûr. Baskin, par exemple, chaque fois qu'il vendait une toile, alors c'était la grande fête à Montmartre. Oui, parce Bon. que Pasquine aussi, qui est un merveilleux artiste, qui malheureusement maintenant méconnu, Oh. vendait quand même Vous très êtes bien dur à là, l'époque. non, vous êtes dur. Il est Oh, pas il n'est pas connu connu. du grand public, je veux dire. Hein. Oh, quand même. Mais Montmartre, c'était jusqu'en 1912. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Et Mais ensuite, il y a eu c'était... beaucoup d'Espagnols qui sont venus à Montmartre avant même. Oui, Oui, Bien ah avant. bah, c'était la période du Non, bateau non, mais bien lavoir, avant, là. je veux dire dans les époques 1880-90. Ah bah oui. Il y avait une école merveilleuse. Bah, il y avait- oui. Alors, Et- par et- exemple, quel nom? Parce que vous savez, c'est Bah, un nom Miguel, que je connais pas. Miguel Trio, par exemple. Et- Non, non, puis- non, non, bien avant. Et moi, je me souviens les quand Monet, Picasso les gens disait... comme ça. Qui, pardon? Moi, Ah bah oui, Renoir. moi, il j'étais avait là. Mais oui, oui, Alors, oui, quand déjà. Picasso disait... Vous verrez, un jour, je serai riche, mais je vivrai comme un pauvre. Ben, c'est ce qu'il a fait toute Mais sa c'est vie. ce qu'il a fait. Parce qu'il aimait ça. Mais il vivait comme un pauvre avec 5 maisons quand même. Oui, Oui, mais il n'a jamais donné un centime à une de ses femmes. Bah oui, mais elles en ont pris alors. Alors, en tout cas, en ce moment, il y a une... Et il a un petit-fils qui s'est suicidé, il ne faut pas oublier Oui, ça. non, mais ça, Et il n'a pas versé une c'est un larme. personnage abominable. Ça- Oui, ça- mais alors ce qui est amusant, c'est qu'en ce moment, il y a les petits-fils qui commencent à écrire des livres sur Picasso. Oui. Alors, soit pour dire que c'était un monstre, soit comme le dernier, qui est le fils de Maya, qui s'appelle il est très Olivier. bien. Ouais. Et alors lui, il essaye de réhabiliter en fonction des cousins ou des frères qui ont écrit des horreurs. Bon, alors, On dans confond toutes les l'artiste et l'homme. générations, il y Donc, aura... pour vous, historiquement, excusez mon manque de connaissances, donc historiquement, pour vous, l'école de Paris, est-ce que c'est une période strictement définie ou non?
Comment? Est-ce que c'est une période strictement définie? Oui, moi c'est ça que je dis. Je dis ça a commencé à une date, ça finit à une autre. Parce que l'école de Paris, on s'en sert aussi bien maintenant. Alors je crois que c'est pas vrai. Je n'ai pas de connaissances intellectuelles ni artistiques suffisantes, mais il me semble que la guerre a arrêté beaucoup de choses. Mais bien avant. Oui, mais en fait, juste avant. 39 alors? Avant? Un peu avant. Bon, l'école de 36. Paris, ça s'arrête en 1930. Voilà, Oui, 30-35. c'est ça. Et ça commence 30, au 32, début du 33, siècle. peut-être. Oui. Voilà. Il me semble que c'est ça. Alors ça, Ouais. il y a eu un La galvaudage. vraie, de la ce- vraie, cette- la vraie. La Non, vraie. c'est pas la guerre, mais c'est comme les juste avant. fauves, comme Oui, les la guerre expressionnistes, d'Espagne. c'est La des guerre moments d'Espagne a été précis. très... La guerre d'Espagne a été Ah oui, 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 a ça, marqué ça a le coup certainement d'arrêt. beaucoup marqué. 36. Oui. Oui. Donc pour vous, parce qu'en effet, il y a d'autres Il y a eu après, quand même. théoriciens qui disent qu'il y a Oui, une suite. on se sert des mots comme ça. C'est comme le surréalisme, c'est une époque précise, c'est pas tout le temps. Vous voyez, et on dit encore maintenant c'est surréaliste quand c'est un peu extraordinaire, Oui, oui. c'est ridicule. Quand c'est du barbouillage. Ouais. Comme nous avons des personnes extraordinaires ce soir, est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient poser des questions, s'il vous Il y plaît? a une personne extraordinaire qui est là, qui est Jagoda Oui, elle a l'air de qui savoir est beaucoup de choses. ben oui, parce que c'est une artiste remarquable et remarquée, Je vous remercie. qui a fait des tapisseries, qui a fait même des sculptures, et qui est d'après la guerre. Hein. Elle, c'est qu'est-ce que c'est, les années 60, de 60, 60. Ah, c'est ça. Oui, Qui a l'art continue. commencé Alors ça, à- c'est l'autre à Belgrade. période qui- voilà. Alors Ça, ça, c'est c'est après. encore une création nouvelle de la tapisserie. Voilà, alors tu peux aussi parler de Alors, ton si vous avez époque, des hein. questions à Janine, poser je ou te des choses- remercie, mais c'était Janine qui a fait le premier article sur moi dans le Figaro. Même je suis entrée après par la grande porte à Paris avec l'exposition dans le musée d'art moderne de la ville de Paris qui a fait Jacques Lassène. Mais beaucoup avant, Janine, quand j'étais pratiquement inconnue, j'ai exposé un peu autour de Paris, disons. Elle était la première qui a écrit, et il faut le dire, elle le dit extraordinaire maintenant, ça, oh mon Dieu, on pourrait accepter avec un peu de modestie de ma part, mais elle disait la même chose alors. Donc, grâce. Oui, mais moi merci, j'aimais Janine. j'aimais Oui, découvrir. Dieu sait si c'est important quand un journaliste Oui. vous ouvre la porte comme ça. Hein. Ah, vous avez c'est aidé beaucoup d'artistes comme ça par vos écrits? Ah oui, à un moment j'avais une rubrique qui s'appelle l'œil, je sais plus, l'œil, quelque chose sur l'œil, enfin, Oui. l'œil, bon. Oui, oui. Et alors je piquais dans des salons des toiles ou des œuvres qui me plaisaient ou qui m'interpellaient, Oui, oui, oui. de gens mais complètement inconnus. Hein. Ça c'est bien. Hein. Et ça, mais ça n'a pas duré longtemps, parce que comme les rubriques des arts se rétrécissent, alors ça finit par, on parle que justement des Van Gogh ou Picasso, et puis ce qui est important, c'est justement les inconnus. Et Mais vous il y savez, avait de Janine, moins en moins de place. Janine, elle est née privilégiée. Quand elle est née, c'était Utrillo qui a donné un tableau pour la jeune Ah oui, ça, mademoiselle c'est qui est née, le 15 décembre. L'année n'a pas d'importance, non? Bon, Alors, c'est pareil, On est là. mais c'est la liberté qu'avait Janine qui l'a donné la situation spéciale qu'elle avait dans Paris. Donc, toutes les notions comme personnage, mais aussi tout l'entourage. Donc, Janine, elle était la seule qui pourrait se permettre d'aller dire ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît, et ne pas dépendre disons, des trends. Absolument pas. Oui. Elle était institution pour soi-même déjà Oui. très jeune. Et à partir de quelle période, à votre avis, vous avez eu moins carte blanche? Oh, moi, j'ai toujours eu carte blanche. Sauf de temps en temps, il y avait Comme vous disiez, une moins en petite moins carte. d'espace, vous disiez, oui. Ah oui, une petite carte de la direction recommandée. Alors là, il fallait y aller. Alors bon, vous mettez une ligne à part ça, à part le recommandé du directeur mondain, j'ai toujours Formidable, été libre. Mais il y avait le problème, on coupait, enfin bon. Et de On quelle année à s'ouvre quelle toujours. année, je dis ça pour les auditeurs, de quelle année à quelle année vous avez eu cette rubrique? Eh ben, mon père est né en 60, et puis c'est sûr que pour perpétuer son nom, j'étais contente de retourner au Figaro, parce qu'en fait,
j'y suis entrée en 1944 au moment de la libération. Oui. Comme en sous. Et puis, après, je me suis arrêtée. Et puis, quand il est mort, je me suis représentée et j'ai tout de suite été prise. Et c'est ce que je disais. C'est Raymond Cognac qui a pris la suite de mon père et qui m'a donné une ouverture. Et j'ai appris mon métier sur le tas. Parce qu'en fait, j'ai pas fait d'université ni d'études spéciales, mais le tas, c'était la vie de ces artistes que je voyais. Voilà. Là, Mais moi, c'est moi qui me considère privilégiée d'avoir eu cette vie, que finalement j'ai aimée, puis que bon an, mal an, je me suis jamais trouvée très douée, mais bon an, mal an, j'ai fait mon chemin. Puis ce qui est bien, vous avez aidé des artistes Non, mais vivants, on a vécu une belle vie quand même. Oui, avec des gens formidables. Parce que c'est ce que, à propos de... Même des chameaux, mais très formidables. Mais oui, puis on a su apprécier. Mais oui, c'est parce ça que quand qui est même. important. Ouais. On a su apprécier. Alors, avec à qui on n'aimait pas donner la main, mais oui, moi j'ai pas tellement connu ça, parce que tellement. Mon père était assez bon enfant, et il n'en parlait pas. Quand il n'aimait pas, ou qu'il n'en parlait pas. Donc c'était pas le genre à détruire pour le plaisir. Ce qui existe. Mais on doit toujours dire quand on n'aime pas, mais il ne faut pas dire ce n'est pas beau. Ah oui, bien sûr. Pas pareil. Que, oui. Non, c'est subjectif. Bah oui, mais subjectif. Il faut faire la différence. On peut très bien ne pas aimer, ce qui est normal. Il y a des gens qui aiment ça. Mais dire, généraliser en disant non, c'est parce qu'en réalité, on ne sait pas. Et puis c'est l'angoisse du critique. Angoisse, c'est un bien grand mot. Ça, c'est 1912. 1912. Ah oui, là, avant, tu vois, c'est 1911, là. C'est plus comme ça. Ah voilà, ça. Et alors, regardez. Gargallo, c'est magnifique. Oui, j'adore. Pierrette. Gargallo, c'est absolument magnifique. Et il a été bien plagié, Petra, non? Pierrette. Il a été quand même bien... On lui a quand même... Il a été bien plagié, quand même, Gargallo. Comme il a commencé, on est forcément plagié, puisque quand on est le premier, forcément les autres... Ah, oui. Alors Bernard Bois aimerait poser une question. Bernard Bois. Oui, alors, pour Janine Warnaud, je voulais citer dans l'article de André Warnaud dans Comédia, il dit, c'est l'inventeur du terme École de Paris, et il dit en 25, il constatait qu'il était très difficile de préciser ce que les étrangers nous empruntent et ce que nous leur empruntons. Comment démêler cet écheveau? D'ailleurs, est-ce possible? Est-ce que, je pose la question à M. Kissling, à Mme Gargallo, est-ce que vous pensez que de nos jours, il y a un mélange actuellement qui continue, qui perdure depuis l'école de Paris, et ça a fait école avec toujours beaucoup d'artistes et d'échanges? À vos yeux. Je crois pas. C'est-à-dire qu'actuellement, dans l'art, enfin ce qu'on appelle contemporain, les artistes, au lieu de se réunir dans les cafés pour s'échanger, ils se croisent dans les aéroports, ils vont faire du marketing chez Castelli, et finalement, ils sont très seuls. Ah oui, je suis d'accord. C'est une anecdote, mais par exemple, il y avait un écrivain qui s'appelait Giacometti, qui n'avait rien à voir avec le sculpteur. Giacometti faisait des articles. Oui, Nestor. Mais oui, Nestor Giacometti. Oui, Nestor. C'était un brave garçon qui n'avait pas un rond, mais il allait au Dôme. Et un jour, à force de faire des articles au Dôme, le Dôme lui a dit, je vais, combien je te dois? Et alors il a dit, je ne sais pas, tu me dois tant, une quantité, ça représente à peu près une trentaine de repas. Ah bon? Et il a invité 29 copains. Je veux dire qu'au lieu de toucher de l'argent, il a préféré inviter 29 amis. C'était tout à fait différent comme idée, comme manière. C'est ce que disait François Bachet, qui est un artiste contemporain, vous connaissez. Il disait, quand les poètes arrivaient, le poète Cheng arrivait de Chine, et il voulait savoir où il pouvait retrouver les poètes, on lui disait, il n'y a pas de problème, tu vas à la closerie des Lilas. Il dit, maintenant c'est fini. Alors en effet, à part des lieux comme chez les Bachet, que personne ne connaît, sauf les gens du monde entier, mais c'est encore très privilégié,
Ceci dit, vous avez tout à fait raison, On je suis a d'accord quand même avec ses vous, amis, hein. mais je pense que il y a des artistes connus, reconnus, qui font de l'argent, sont dans les aéroports. Mais à mon humble avis, il y a quelque part des artistes que personne ne connaît et qui sont en train de faire l'art. Mais en effet, les journaux, personne ne parle d'eux. Ils n'ont pas d'exposition et ils n'ont rien. Donc Moi, je pense que rien n'a changé. Je voudrais poser une question, moi, à Yagoda, qui a vécu justement les années 60. Donc, c'est pas la causerie des Lilas, C'est autre chose. et c'est pas non plus l'art contemporain de maintenant. Donc, comment tu as vécu, venant justement de Yougoslavie, comment tu as vécu cette intégration en France? Par quelle voie, Comme a dit M. Tiens, parle au micro. et comme tout le monde le dit, venir à Paris, c'est la consécration. Donc, dès que tu as mis le pied dans Paris, tu es consacré. Tout le monde artistique doit passer par Paris, doit être à Paris, même pour l'air, pour sentir l'air. Bon, et aussi, tous les artistes qui n'ont pas été connus, ils ont été naturellement les amis, ils se sont vus. Dès qu'ils ont devenu célèbres, c'était fini. Comme vous avez dit avant. Voilà. Et certainement qu'il existe maintenant aussi des groupes. Je suis devenu avec le temps l'ami de beaucoup des artistes très célèbres, mais on ne s'invite pas entre eux. C'est peut-être moi la dernière. La dernière mohicaine qui invite les grands artistes à dîner. Mais malheureusement, ce n'est pas l'atmosphère. C'était l'atmosphère pendant la malheureuse guerre de la Yougoslavie. Alors, chez moi, il y avait des artistes de la Yougoslavie, des Serbes, des Croates, de tout, qui se trouvaient chez moi. Donc, c'était un peu une situation comme après la guerre mondiale dans Paris. Mais ça, naturellement, c'était, grâce à Dieu, une courte période. Mais je veux dire que ça, vous avez eu raison, qu'il y a certainement aussi, il y a les gens qui se trouvent, mais qui ne sont pas célèbres. Et peut-être ils ne deviendront jamais célèbres. Peut-être aussi. À la différence des autres qui sont devenus, pas seulement célèbres, mais qui sont devenus l'école de Paris, qui il y en a existe beaucoup qu'on a oublié. et qui a formé une vision du monde, que naturellement, à mon avis, elle s'est arrêtée, comme Janine le dit, mais la vision du monde est faite par l'école de Paris. Donc, après ça, nous, les jeunes artistes, on commencé. Oui, parce que ce qui s'est passé, alors là, c'est en 64, avec les biennales. En 64, Rauschenberg a eu le prix de la biennale, alors qu'avant, c'était toujours des Français. Et alors est née, soi-disant, l'école de New York. C'est le fameux article de Pierre Estany, hein, qui était paru dans Planète. Il faut dire que l'après-guerre, avec l'invasion intellectuelle des artistes américains, c'est pas de leur faute, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé. Oui, mais ça correspond à une période historique, parce que même Madame est arrivée années 60, mais c'était une période d'effervescence à Paris. Hein. Mais ensuite, il est arrivé des éléments. Mais c'est aussi normal que les années 80, c'était le moment de New York. Et malheureusement, maintenant, il n'est plus. Absolument. Mais Paris, par contre, reste la mesure des choses. Toujours une espèce de forteresse. On a un autre artiste ici, qui est Kojiro Akagi, qui connaît bien la France et l'école de Paris. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Moi, je voudrais poser une question. Vous êtes madame? Je m'appelle Marie-Hélène Grosot et je suis la nièce de Gus Boffa, qui était un des grands illustrateurs de l'entre-deux-guerres. Il se trouve que, si vous voulez, je suis tombée dans la marmite tout à fait par hasard, ne connaissant rien à l'art moi-même, enfin bon, bref. L'œuvre de Boffa est splendide et magnifique, et elle illustre parfaitement ce que vous trois avez dit, c'est-à-dire toute cette agitation et toute cette amitié, et si vous voulez, c'est un grand melting pot dans lequel on retrouve des tas de gens avec des façons de faire tout à fait différentes. Les peintres de l'école de Paris ont passé le cap. Les illustrateurs, plouf, ils sont, si vous voulez, quelque part, parce que ce sont des gens qui ont surtout travaillé le dessin. Et le dessin est un art qui est extrêmement difficile à montrer
Bon, ça se discute. Et c'est extrêmement compliqué, si vous voulez, et c'est une lutte permanente de pouvoir montrer ces fameux dessins. Quand vous les montrez, les gens sont subjugués et vous disent « Oh, mais c'est formidable, pourquoi on ne voit pas ça plus souvent ?» Bon. Et les illustrateurs, je crois, font partie des grands oubliés de cette période, et je trouve que c'est dommage. Bon, alors, en ce moment, c'est en train de bouger, je suis en train de travailler sur une exposition qui regrouperait justement les illustrateurs de cette époque, et on retrouve les peintres, et on retrouve André Varnaud, et on retrouve Chagall, et on retrouve tout un tas de gens, et c'est absolument magique, formidable et extraordinaire. Mais je trouve quand même, quelque part, c'est dommage qu'il y ait eu cet enfoncement du livre illustré. Voilà. Ceci dit, Madame Varnaud, dans son livre, ça fait erreur de ma part, rend quand même hommage. Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas seulement des peintres, c'est très riche, et il y a aussi des illustrateurs. Oui, oui, mais si vous voulez, on a du mal à les montrer au public. Ah oui, ça. Voilà, c'est là où est le problème. Mais c'est le problème aussi que l'art, il a besoin de réseau aussi. Et on le voit avec, par exemple, Petra, qui est sculpteur elle-même. Son père était sculpteur, son fils est sculpteur. Et en fait, elle a sacrifié sa vie de sculpteur pour faire connaître le travail de son père. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est un élément très très important. Le journaliste est important, les ayants droit sont importants, et ce sont des vies de travail, non seulement pour l'artiste. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce quelque part. C'est un sacerdoce quelque part. C'est peut-être aussi, oui, un sacerdoce. Un maillon qui parfois, c'est bien que vous le fassiez. Oui. Mais c'est passionnant, si vous voulez, moi je les retrouve. Des fois qui ne vont pas forcément faire le travail. Oui, mais les petits-enfants, Ce qui m'appelle chez les gens qui voilà, par exemple. c'est fou ce qu'on me demande. Ah Et ce sont souvent les petits-enfants qui ont envie de faire vivre leur S'il vous plaît. Alors, une question, oui, pour monsieur. exprimer le propos de madame, je suis libraire Gauquin, Bernard Gauquin. On m'a apporté il y a 7 ans un sac de peinture sur carton, des dossiers de lettres des années 20, 30 en allemand. C'est une juive allemande. Au bout de 6 mois, après les peintures, ça se vendait sur le marché aux puces, c'était vendable. Les dessins ont disparu, je ne sais pas où. Il y avait même des cartes d'alimentation à Paris après la guerre. Elle a fait des camps de concentration. Elle a travaillé dans les années 30 pour la Teglich-Ronschol, Kölnich, etc. Et tout le monde s'en fout. J'ai un dossier de lettres. Je ne sais même plus son nom. C'était le nom de juif allemand. J'ai le dossier. Je peux ça. Mais c'est un nom très difficile. Je veux dire, parle bien allemand. Mais je m'en souviens pas parce que je tombe dans ce dossier dans un carton. Je me dis, je vais foutre ça à la poubelle. Je dis, tu vas pas foutre ça à la poubelle. Tu tries, je retrie. Ça devrait passionner quelqu'un. Ça montre que ce qui n'est pas tableau, ce qui est tableau, ça vend même aux puces. Il y a un tableau des années 30, ça représente une rue de Pigalle, une rue de ceci, c'est parfois très beau, et on met les outés, on m'a laissé des diapositives ou des espèces de... Bon. Et j'ai tout ce dossier sur cette femme peintre, qui fait chier tout le monde quand j'en parle, ça m'emmerde, je me dis je vais jeter ça à la poubelle, je le garde, et je tombe sur des lettres de cette femme, et alors quand il s'agit de son œuvre, c'est exactement ce qu'elle a vécu après la guerre. Elle est libérée de camp de concentration, je crois que c'était un camp de concentration, c'est évident. Elle a fait des dessins très proches de Wilfred Olam d'ailleurs, ou de Harpe, et elle demande des tickets pour manger. On lui dit présentez des papiers, comme vous êtes allemande. C'est après la guerre à Paris. Elle va avoir 75 ans. Elle écrit à un ministre allemand. Et elle demande des papiers au journal qu'elle avait pris en 1936. On ne lui envoie pas ses papiers, parce qu'on dit, mais vous êtes française. Et elle a cette lettre, et elle demande à nouveau des tickets pour manger, pour acheter du pain. Je crois qu'on faisait en 44, 45. On lui disait, mais montrez de vos papiers. C'était kafkaïen. Et maintenant, ces tableaux se présentent, je sais pas où se promènent ces tableaux. Ça va être vendu par dizaines. Moi, j'ai un dossier extraordinaire, je ne sais pas quoi en faire. Et je veux dire, ça montre que les dessins, s'ils ne sont pas appuyés par des peintures, les dessins, les Français s'en foutent en général. Non, mais c'est pareil pour les peintures. Je vais raconter une anecdote authentique. Bernard Dichoulot, qui est un peintre qui a une œuvre importante, la dernière fois, il a eu un problème avec les impôts.
Parce que les impôts lui ont dit, mais vous nous devez de l'argent. Vous nous devez de l'argent. Et le peintre, donc Bernard Dichelot, qui vit à Cachan, il dit, mais comment voulez-vous que je vous donne de l'argent? J'en ai pas. Et l'inspecteur des impôts lui dit, mais vous faites quoi comme métier? Je suis peintre. Il dit, mais vous n'avez qu'à vendre. Il dit, mais monsieur, c'est du Kafka aussi, c'est-à-dire que ça n'a pas changé. Vous voyez, donc on est dans des situations, pour l'artiste qui soit dessinateur, qui soit illustrateur, qui soit peintre, quelques-uns, le cas de Jean Kissling, le cas de monsieur Kissling, on en parlait, était quelque peu une exception. Ah oui, c'était une exception quand même. Hein. Et ce sont des longs chemins, je pense que, et cette personne que vous aimeriez aider par-delà. Non, mais elle est morte il y a longtemps. Madame, oui, mais Madame Gargalio. Mais, il y a 40 ans. Mais je parlais de Madame Gargalio, par exemple, qui a passé 30 ans, 40 ans de sa vie. On a eu ici Reine-Marie Paris. Elle a passé 40 ans à rechercher les œuvres, à écrire, à investir, à se faire insulter par des ayants droit qui, tout d'un coup, se disent tiens, il y a de la valeur, je vais peut-être piquer un peu d'argent. Vous voyez, donc il n'y a pas de... Catherine Prouvé, que je connais très bien, donc la fille de Prouvé, elle passe son temps, elle me disait, à s'occuper de procès, de faux. Et comme disait Petra Gargalio la dernière fois qu'elle était là, parfois l'expert, donc l'ayant droit, sait qu'il y a un faux qui circule, il dépense de l'argent pour aller au tribunal, et le tribunal lui dit oui, c'est un faux peut-être, mais on va le remettre en circulation. Donc, nous sommes dans une société à la Kafka, je crois que ça n'a pas changé. Pourtant, les gens exigent des certificats, ils aiment avoir des attestations. Bah oui, parce qu'ils font mais les juges de l'argent. Et là, c'est pas deux points de mesure. Alors Bernard Zoa aimerait reposer une question. Je voulais simplement... Vous m'excusez, peut-être d'abord monsieur Dumont. Oui, juste une petite question. Je suis un peu surpris qu'un jeune artiste qui arrive à Paris ne trouve pas de lieu. Il y a sûrement des cafés, des bistrots où les gens puissent se rencontrer. Donc, moi, je suis... les gens ne veulent plus. Je suis quand même très surpris parce qu'en fait, on peut très bien, et alors, si ça n'existe pas, qu'est-ce qui empêche les gens de trouver un endroit, mais quitte à disons un peu le piloter. ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Vous vous souvenez, Marc Vaux? Non, ceci dit, monsieur Dumont, s'il y a un endroit comme ça qui existe, les gens dans cette salle ne le connaissent pas. Oui, mais justement, parce que c'est une autre génération, c'est une autre façon de voir les choses. Aujourd'hui, il y a quand même des moyens modernes de communication. On peut très bien, très bien. Non, mais on ne sait pas avec Internet. Avec Internet, par mail, tout le monde a un mail. Dire voilà, une fois par mois, il y a un endroit où les artistes peuvent se rencontrer. Ça existe sans doute, mais pas d'Internet. Ça existe. Je suis sûre que ça existe. Je sais qu'il y a des choses comme ça qui existent. Bien sûr que ça existe. Mais ce n'est pas comme... Comment dire, la société est plus éclatée. Oui. D'abord, on le voit avec le cas, avec la famille Gargalio par exemple. Petra me racontait, quand elle était petite, elle vivait au cœur de Montparnasse. Et puis ensuite, elle-même a dû quitter Montparnasse. Et elle est légèrement à la périphérie de Paris. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Son fils, lui, a dû, lui-même sculpteur, non 3 générations de sculpteurs, a dû aller pratiquement en province. Ben oui. C'est ce qui se passe en France. L'atelier de sculpteur, il n'y en a pas. Et c'est général. Oui. C'est qu'avant, on allait à Montmartre parce que c'était moins cher. Ouais. Maintenant, on va hors de Paris et on est très isolé parce que c'est moins cher. Pourquoi voulez-vous que ça soit toujours pareil? Bien sûr, c'est très bien. Moi, je suis optimiste. Je pense que c'est... On est les témoins, c'est encore une chose. Voilà. Mais vraiment les derniers témoins. Mais il y a d'autres générations qui sont en route. Oui. Marie-Amélie Anctil. Non, Marie-Amélie Anctil, il faut appuyer sur le bouton, autrement on n'entend rien. Voilà. Oui, j'ai entendu hier, j'étais à un dîner à Aubervilliers, et on m'a dit que 10 mètres derrière, il y avait un énorme squat, une ancienne usine. Comme ils ne voulaient pas qu'elle soit préemptée par l'État, on avait dit vous avez qu'à y habiter. Il y avait plein d'artistes qui étaient là. Il y avait un musicien, un peintre, un sculpteur, etc. On connaît pas, mais oui, mais il y a une vie qui se crée. C'est possible. Est-ce que c'est des artistes connus ou pas connus? Je ne sais pas, parce que je les connaissais. Enfin, moi, je ne les connaissais pas personnellement, mais ils habitaient tous là-dedans. Il paraît que c'est une vie absolument incroyable. Oui, c'est exact. Ça un phénomène depuis 15 ans, bien sûr. Et vous savez, quand on a construit la gare Montparnasse, la tour Montparnasse, tout autour de Montparnasse, c'était des ateliers d'artistes et des ateliers de plein pied, c'est-à-dire de sculpteurs.
Parce que le peintre, il peut peindre au premier étage. Le sculpteur, il ne peut pas faire de la pierre ou de je ne sais quoi au premier étage. Et au rez-de-chaussée, on a démoli 500 ateliers de sculpteurs. Dramatique. Oui, c'était le problème Qui ont dû notamment partir. de Pompidou. Pompidou qui aimait soi-disant les artistes, mais il aimait surtout les artistes reconnus, parce que très souvent on parle d'un président de la République visionnaire, pas du tout, il achetait que les artistes reconnus, et il a en effet massacré Montparnasse. Enfin, oui, ça, c'était très... La cité fleurie. Alors que Malraux a sauvé beaucoup de lieux, justement pour les laisser aux artistes ou pour garder un patrimoine important. Ça, c'est vrai. Mais Pompidou, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment... c'est très contradictoire l'image qu'on nous donne de lui et ce qu'il a fait, effectivement. Oui. Ben on ne peut pas tout prévoir, sans doute. Non, mais lui, il voulait que des autoroutes dans Paris. Non, mais vraiment, hein, il avait cette vision. Et d'ailleurs, on voit avec l'art de son époque, l'architecture de son époque, c'est une architecture qui date, qui est déjà très très finie. Qui est déjà passée. Complètement démodée parce qu'elle était à la mode. Ben oui. Ouais. Il ne faut pas être à la mode. Non, jamais. Ça, je suis d'accord. Surtout pas être à la mode. Il faut la faire, mais il ne faut pas y être. En art, il ne faut jamais être à la mode. Ça, surtout pas. Ouais. Oui, je voudrais revenir à ce que Bernard disait Roy. Je voulais revenir à ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, à propos de Gus Boffa. Il me semble qu'il y a eu quelques années, où il n'y a pas très longtemps, il me semble que j'ai vu un hommage à Gus Boffa, mais ce qui est certain, c'est que pour les artistes qui sont restés confidentiels, illustrateurs, il y en a une qui était notoire et qui était une amie de Passin, c'est Hermine David, qui a été une grande illustratrice et qui a fini dans la misère avec une poussette pour faire les poubelles. Alors, sur mon truc. Il faut que ça fasse une lumière rouge. Il veut pas. Voilà, très bien. Je vais prêcher pour ma paroisse. Mon oncle Boffa a énormément aidé de gens, tous ces jeunes illustrateurs qui sont passés par la guerre de 14, qui en sont ressortis avec les 50 francs que donnait généreusement l'armée et qui sont ressortis laminés à 25-30 ans. Bon. Il a lancé le Salon de l'Araignée qui couvre exactement cette période bénie de l'école de Paris, puisque les salons de l'Araignée ont existé entre 1920 et 1930, où ça m'a toujours paru, si vous voulez, une idée formidable d'exposition. Après bien des déboires, bien des hésitations, bien des machins, bien des péripéties, je suis arrivée à décrocher un lieu pour cette exposition qui aura lieu au deuxième semestre 2008 au musée des années 30 à Boulogne-Billancourt. Je voudrais idéalement reconstituer le Salon de l'Araignée. Or, dans ce Salon de l'Araignée, ce qui était extrêmement intéressant, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la multiplicité des origines des artistes et aussi une part immense aux femmes, puisqu'Hermine David, en particulier, a travaillé pour le Salon de l'Araignée dès le 4e salon. Et elle était membre de l'Araignée à part entière. Donc, rassurez-vous, j'ai bien l'intention de remettre Hermine David et quelques autres, dont Alexandra Exter, qui est tout à fait autre chose, dont Olga Sakharov, dont Marie Vassiliev, etc. Pourriez-vous, doucement, je demanderai ça à madame, à vous trois et aux autres, bien sûr, avec plaisir, si vous pouviez donner des noms d'artistes de l'école de Paris qui, à votre avis, ont été oubliés. Il y en a beaucoup. Non, mais déjà, oui, mais donnez des noms. Parce que, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, vous avez donné un nom que je ne connaissais pas. Ce peintre espagnol. Oui, Borès, voilà. qui est un très, simplement. très bon artiste. C'est déjà un début, vous voyez. Oui. Donc, je vous écoute. Bien, écoutez, moi, je peux vous parler des illustrateurs parce que je me suis surtout penchée sur les illustrateurs. Alors, vous avez Jean Oberlé, qui était excellent. Oui. Vous avez Charles Martin, qui est une petite merveille. Dignimont. Oui. Chasse-Laborde. Doucement, Chasse-Laborde. Oui. Et vous avez les femmes. Vous avez Hermine David, qui a fait des choses absolument magnifiques. Vous avez Mariette Lidis, qui elle aussi a fait de très très belles choses. Enfin, je pense surtout aux illustrateurs comme ça. Bon, et puis Boffa qui revient au goût du jour parce que je fais bouillir la marmite si vous voulez. Mais je crois que c'est très important de montrer ce phénomène de groupe et où tout le monde
comme les trois, voilà, ce que disait Madame Gargallo, c'était tout le monde bougeait ensemble. Il y avait une espèce de mais comme dit Marie-Amélie Anctil, peut-être que au niveau des squats, il y a la même chose. Mais comme nous sommes devenus des bourgeois, nous ne savons pas. Vous voyez, moi, il y a un grand marchand, d'abord un grand antiquaire de la rue Royale. Je suis allée voir une fois pour mon travail et qui me dit, mais madame, il n'y a plus de peintres, il n'y a plus de sculpteurs, c'est fini. Je dis, mais monsieur, parce que vous n'êtes plus dedans. Je dis, c'est pas vrai, il y en a plein, mais vous ne les connaissez pas, et vous ne voulez pas les connaître. Voilà. Mais ne dites pas que l'art est mort, il continue sans vous. Vous savez, quand dans une famille, jadis, quand dans une famille, je ne dis pas pour la famille qui vit, c'est un cas. Mais dans une famille, quand il sortait un artiste, c'était une catastrophe. Mais ça n'a pas changé. Ah non. Ça n'a pas changé. Ah si. Combien de dames bourgeoises charmantes me disent « Ah, mon fils est peintre. Ravi, la dame. Oui, mais ça c'est autre chose. Non, parce que moi, je vous assure, ce sont des calamités. Ce sont des calamités dans les familles, je vous assure. Moi, par exemple... Juste une seconde, je peux m'excuser. Petra, s'il vous plaît. Alors, pouvez-vous donner des noms d'artistes? Mais ça, j'ai pas pensé. Alors, non, mais comme ça, comme ça. Bah oui, mais comme ça, je suis bête. Bon alors, qu'est-ce que tu disais, Jean Kissling? Moi, je disais que je devais faire une autre faculté. J'ai fait histoire d'art dans la philosophie pour pouvoir parallèlement faire l'Académie des Beaux-Arts pour soulager mes parents. Et c'était pas il y a grand chose, c'était après la guerre mondiale. Non, ça n'a pas changé du tout. Voilà, moi j'ai un frère peintre, je peux vous dire que c'était la catastrophe de la famille, hein, et encore à ce jour, hein, on n'en parle pas. Hein. Donc, Monsieur Kissling, moi, des noms qui ont été oubliés. Les gens qui étaient contre les artistes étaient la haute bourgeoisie, souvent. Il y a une exception, puisque moi, mon grand-père maternel était le commandant de la garde républicaine de Paris pendant la guerre 14-18. Il était plus puissant que le président de la République. Et sa fille était ma mère. Quand mon père, qui arrivait de Pologne, il était artiste, et polonais, juif. Oui, et juif. Et puis quoi encore? Oui, pour un garde républicain. Et mon grand-père, qui était le sabre, tout là, et puis très virulent. Et ma mère a rencontré mon père à l'école des Beaux-Arts à Paris parce qu'elle peignait. Et ils sont tombés amoureux toute leur vie. C'était un exemple d'amour et de tendresse. C'est bien. Mais quand ma mère est arrivée, ma mère a dit à son père que, bon, elle a expliqué, qu'il vienne à la maison. Et mon grand-père reçoit mon père, sabre en uniforme. Alors c'est vous là, vous, il ne voulait pas l'appeler, vous aimez ma fille? Et toi, tu aimes cette chose? Oui. Et vous voulez vraiment vous épouser? C'est d'accord. Formidable. C'est merveilleux. C'est bien. Oui. Actuellement, je connais une famille de protestants qui veulent absolument pas que leurs enfants épousent un catholique. Ah oui, mais bien sûr, la bêtise humaine, toujours. Eh bien, moi, ma mère était une petite couturière gentille, mais bourgeoise. Et un jour, elle voit un petit jeune homme, un beau jeune homme, c'était Jouan Grise, qui était très beau, qui lui fait un petit bout de causette dans la rue, comme dans un film. Et elle lui dit, moi, je vais par là. Il lui dit, moi aussi, je vais par là. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Et ce par là, c'était rue Blomet. Et rue Blomet, il y avait l'atelier de mon père qui était minable, une espèce de truc minable. Et Jean Gris lui présente ma mère, elle avait 18 ans. Et puis elle est restée. Mais je dois dire que pour la famille, ça a été épouvantable. C'était une famille bourgeoise. C'était épouvantable, un petit espagnol sans le sou. Je vais blesser beaucoup de gens. Une catastrophe. Je dis que le plus grand fléau de l'intelligence dans le monde, c'est la religion. Ah ben mince alors. Vous n'y avez pas de maman, hein? Ah non, je sais. Moi je dirais que le plus grand fléau et le plus contagieux, c'est la bêtise. Ouais, c'est là, ouais. Et ça se partage, je veux dire, de façon équitable. Il y a un rapport avec la religion? Pas forcément.
Pardon, madame, vous voulez parler? Écoutez, regardez ce qui se passe Pardon aujourd'hui. La médiocrité. Non, c'est Les pas gens, drôle. les gens qui Alors, se moi, tuent. des noms. Madame Bardot, des noms de gens Mais oui, mais il y en a trop. Qu'est-ce que vous voulez À quel point? C'est pas possible de. Oui, mais c'est vrai, c'est Parce qu'on pense tout de suite il y a à la des tas religion de- catholique ou la religion d'artistes, juive. c'est ce que Mais non, les le autres. problème que soulevait monsieur, mais il faut un gros travail derrière pour que Moi, les gens ne mes soient pas parents, oubliés. Mon père qui était... Oui. Il y a une chose qui est évidente. Marie-Amélie parlait des squats, c'est merveilleux les squats. C'est même devenu très chic. Il y a des grands bourgeois qui vont à Ivry dans des squats somptueux avec des pelouses arrosées toute la journée. que vous puissiez avoir, c'est Mais votre conscience. il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'ai voulu réunir des noms que je connaissais, qui étaient peintres russes des années 20 et 30, dont peu de Français savaient écrire les noms. Je parle de Rémissov. Peu de Français savaient écrire Rémissov. Je parle de Fotinsky. Peu de Français en ont entendu parler. Bon. Et tous ces ouvrages, toutes ces œuvres partent en Russie actuellement. Alors qu'il y a 15 ans, je vais demander à la Bibliothèque historique, à Bernadette Schaap, à un tiers d'amis, de faire un musée de l'immigration russe, des peintres russes. Ils n'ont pas trouvé un immeuble, ils n'ont pas trouvé un appartement, alors que les immeubles vivent dans le Marais partout. Et tous ces peintres disparaissent. Ils disparaissent. Marie-Amélie est au courant d'un dessin sublime de ce poète russe. Et il y a eu un cahier entier dans ses guerres, des poèmes dans la Tour Saint-Jean, je ne sais même plus son nom ce soir, je le connais tous les jours, j'en m'occupe. Eh bien, tout le monde s'en fout. La famille émigrée habitait Concarneau, avant la Révolution, à côté du prince, celui qui a assassiné Yusupov. Yusupov est très connu. À côté, au château de Karalo, je sais pas quoi, habitait l'autre famille. Ils étaient aussi riches l'un que l'autre. Comme Yusupov avait des tableaux bizarres et qu'il a assassiné Raspoutine, on ne l'oublie pas historiquement. Mais l'autre est retourné en Russie, est revenu à Concarneau. Il a fait ses études dans un collège des frères à Concarneau. Il parlait aussi bien le breton que le russe et que le français. Ces guerres, ça fait poète d'aujourd'hui un cahier entier qui a été réédité. Mais je veux dire que toutes les œuvres se dispersent n'importe où maintenant, sur les marchés, à la ferraille de province. On en a parlé en juin 2003, ça s'appelait Sauvegarder. Et c'est bien le problème. Vous avez des artistes, encore maintenant. Si on prend le cas de Pierrette Gargalio, par exemple, la plupart du temps, et même quand les œuvres ont beaucoup de valeur, on a le cas aussi de Reine-Marie Parisman. Quand les œuvres ont déjà une valeur monétaire reconnue, les ayants droit ou les héritiers ou les experts luttent pendant pas une, mais 2 générations pour qu'il y ait un petit musée qui s'ouvre quelque part. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on donne les œuvres, et les gens les donnent la plupart du temps, il faut ensuite avoir un musée qui est géré avec du personnel, avec de la restauration, etc. Et en France, c'est un vrai problème. On parle d'artistes, je vous avais présenté les Bachet, vous vous rappelez? Les Bachet, par exemple, qui ont une œuvre monumentale, années 60, ils ont eu l'exposition la plus longue après Picasso au MoMA de New York. 4 mois. On ne sait pas quoi faire de leurs œuvres parce que personne n'en veut en France. Donc il y a déjà une salle dans un musée du Prado. Lui, académicien, ça va. Lui c'est bon. Hein. Non, elle a les mêmes problèmes, non, sa non, veuve. Non. Ce n'est pas le problème Elle est de très la prise en France. Ce charge. n'est pas le problème de la France. C'est le problème de toute l'Europe. Et puis vous avez parce qu'on a commencé beaucoup. un problème, monsieur, aussi, qui est vraiment qui est très important. L'Europe des dernières 50 années, elle a eu beaucoup d'émigrés, d'exiliés. Non? Bon, le temps qu'ils ont été vivants, ça marche, parce qu'ils sont exubérants, parce qu'ils sont intéressants. Au moment quand eux meurent, et que ce n'est pas un État derrière eux, surtout des pays de l'Est, ça se passe comme avec les Russes. On se disperse, ça n'existe plus. Et dans un moment, par exemple, il y a un exemple, parce que moi je connaissais l'homme qui était formidable, qui a fait les grandes frises à la station Termini de Rome. Donc, à l'époque,
Amerigo Todd, c'était un grand nom à qui ils ont donné faire les grandes frises de la station Termini. Donc c'était un grand nom. Il est mort il y a, disons, une trentaine d'années. Personne plus le sait, ni où il est, ni où sont ses dessins, ni rien. Moi, j'essaie de commencer à faire une action, de retrouver ce grand artiste. S'il était italien ou s'il était français en France, bon, voilà, c'est l'état. Oui, tout à fait. Mais comme ils sont dispersés, comme monsieur a dit, les Russes, lui, il est hongrois, ils n'existent plus. Mais ceci dit, la boucle est bouclée sur notre symposium de ce soir, parce que si Madame Warneau, si Monsieur Kissling, si Madame Gargalio n'avaient pas fait ce travail de fond, en fait, Gargalio, personne ne le connaîtrait, Kissling, on l'aurait peut-être oublié. Vous voyez ce que je veux dire? Si, c'est un travail, il faut des gens qui suivent derrière. Ça fait beaucoup pour ton Mais père. c'est un travail qui n'est jamais fini. Jamais, je suis d'accord. Mais c'est ça, il faut absolument qu'il y ait des gens qui travaillent derrière, après. Et ça, c'est à mon avis, une règle incontournable. Mais vous savez, le peintre Estève, c'est un peintre Oui. très connu. Il a eu un mal fou à trouver un lieu Bien pour, sûr. pour donner son œuvre. Et puis heureusement qu'il a eu en plus Saint-Séverin et tout ça, oui. Alors, ce que je vous propose, si vous le voulez bien, ça me serait je serais très contente si vous pouvez, ça serait pas grand-chose, mais si vous pouvez ne faire que ça, si vous voulez après réfléchir et m'envoyer les noms de ces artistes que vous jugez méconnus, oubliés. Et comme nous, on édite des actes à l'université, malheureusement, ce n'est pas aussi beau que ce beau livre de Gargalio, ou ce magnifique livre de Madame Janine Warneau sur l'école de Paris, mais bon, ce sont des livres universitaires. Je les mettrai dedans, c'est-à-dire qu'on fera, même s'il y a un petit commentaire, etc., je le mettrai dedans. Hein. Ils ne seront pas oubliés au moins, c'est un petit début, mais on le fera. Donc vous n'hésitez pas à m'envoyer ça, ce sera avec plaisir. Vous pouvez nous donner vos coordonnées parce Bien que sûr. Alors les coordonnées, en fait, c'est donc Art et Art. Art et Art. Donc, Art et Art, Lise Cormery, C-O-R-M-E-R-Y. Le secrétariat des actes n'est pas à l'université. 6 rue 2 DE Lanneau, L-A-2-N-E-A-U, Paris 75 05. Et autrement, il y a le site de l'université, sur l'université Paris 7, qui s'appelle, il est un peu compliqué, hein, je peux vous le donner, www.artemis.jussieu.fr/CT. Oh là là. C'est le problème quand c'est dans une grosse slash art et art. Ou alors vous faites Google, vous demandez Lise Cormery et vous avez art et art qui sort. Ça va plus vite. C'est plus ça. Pour terminer... Alors, une dernière question de Bernard Bois et après, j'aimerais quand même, après peut-être que si tu peux faire Kojiro, parce que Kojiro est artiste peintre et il est aussi journaliste spécialiste de la culture en France et il a aussi organisé des expositions au Japon. Donc peut-être qu'il pourra nous dire le mot de la fin parce qu'il a une vision très intéressante de la France. Oui. Non, je voudrais simplement, en regardant la couverture de l'école de Paris avec le portrait de Janine Warneau par Passin, je voudrais signaler qu'il y a exposition Passin actuellement à la galerie Rambert et à la galerie Le Minotaure, 2 et 4 rue des Beaux-Arts. Il y a 3 galeries. Il y a même Édouard S. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, et puis Napolitano. Voilà. C'est Napolitano qui a fait ça, avec les 3 galeries. Je crois, Tout à fait, avec les 3 galeries. Oui, oui. Au 4 décembre. Tout à fait, qui est un merveilleux peintre. Alors, Kojiro, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'école de Paris, selon toi? Pour l'école de Paris, je suis étranger. Donc, pour étranger, chacun a eu son tradition, etc. Quand je suis venu en France, et aujourd'hui j'ai habité 40 ans, mais je commence à comprendre, il y en a la tradition ici. Donc, dans le 19e siècle, académie, comment former la pédagogie aux écoles des beaux-arts, comment faire le dessin,
etc., etc. Je commence à maintenant comprendre. Parce que j'étais longtemps vivais dans le domaine de la mode. Époque 60, beaucoup d'étrangers à succès. Parce qu'on ne connaît pas la coutume et tradition, théorie fondamentale ici. C'est la raison pour étrangers, c'est amusé, gagner comme ça, c'est jamais, quand on a eu pédagogie et tradition formée ici, on ne pense pas. Étrangers ne savent pas de cette tradition et coutume. Oui, donc il y a plus de liberté. C'est la raison, c'est le succès de Kenzo est arrivé comme ça, ou comme ça, comme ça. Et tu disais pareil pour la peinture, c'est la liberté, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est la raison, c'est l'école de Paris aussi. Parce qu'on est en dehors de chez soi. Oui, c'est ça. C'est la raison, c'est peintre étranger qui est venu ici, qui était trouvé amusant et gai, jamais pensé la suivi l'éducation traditionnelle, académisme. Ah, d'accord. C'est ça, l'école de Paris a été formée. Ah, c'est une bonne vision. Oui. Alors, Petra, un dernier mot sur l'école de Paris, alors? Après, il y aura Jean Kissling et après Madame Bardot. Alors, un petit mot. Si vous deviez résumer brièvement à votre petit-fils ce que c'est que l'école de Paris, vous diriez quoi? C'est dur, hein? Oui, ça c'est en 3 mots, c'est dur. Hein, mais... En 3, non, allez, un peu plus. Oui, je pense qu'ils seront... Enfin, je souhaite qu'ils soient assez intelligents pour se renseigner tout seuls. Bon, c'est ce alors, que j'espère. Oui. Bon, vous savez, quand on a une tradition comme ça dans la famille, c'est inné, hein, ça vient. Et pour vous, c'est comme un Bardot, c'est-à-dire qu'elle s'arrête à une période historique précise? C'est pas un fardeau, parce qu'en réalité, je suis très heureuse. Je suis très heureuse. C'est heureux d'avoir eu des parents comme ça. Et oui, mais je posais la question. Qu'on a connus. Oui. Mais c'est une richesse formidable. C'est une richesse, malheureusement, on ne peut pas la concrétiser vraiment. C'est assez difficile. Parce qu'il faudrait écrire comme Janine. Mais donc je recommande le livre de Janine Bardot, mais qui va nous dire le dernier mot de la fin. Il est merveilleux le livre de Janine, parce que c'est la vie. Ouais. Il est très beau, c'est la vie. Il est magnifique. C'est merveilleux, sans prétention, c'est merveilleux. Il est magnifique. Mais... Alors Jean Kissling, un petit mot? Un petit mot, moi je voudrais dire que j'ai toujours appris, j'ai connu Florent Fels, Georges Sarançol. Vous avez connu Florent Fels? Pardon? André Salmon, oui. André Salmon qui était mon parrain. Florent Fels, Georges Sarançol, etc. Je peux en citer d'autres. Qui disait toujours que l'école de Paris, c'est vraiment la peinture qui représente un des 5 sujets de la vie et de la nature. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 6, et qu'il y ait le dessin fondamental. Voilà. Le dessin est fondamental. Mais si on ne sait pas dessiner. Voilà, oui, mais ça c'est important. Et c'est pour ça que s'il n'y avait pas ce domaine-là, on n'appelait pas peintre, on appelait affichage ou décorateur ou super. Oui, c'est un niveau, un niveau d'excellence. Ouais. Ça devrait être un niveau d'excellence, je suis d'accord. C'est pour ça que moi j'ai fait le catalogue raisonné à 5 chapitres, qui sont les 5 sujets de la vie et de la nature. Bien. Janine Bardot. Moi je dois dire que l'éditeur qui a donc, fait donc ce livre, Arcadia Édition, il fait un travail remarquable. Était un jeune. Et ça m'a fait très plaisir, parce que c'était une ouverture. Moi, je m'attendais à voir des gens qui ont vécu ça, ou enfin des éditeurs qui ont vécu ça. Non, c'est un jeune qui a aimé. Alors, c'est l'espoir. C'est l'espoir, et je conclurai ça. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Donc, on continue sur cette note d'espoir et sur le visage de Janine Bardot par Pasquine. Je vous remercie tous et on se retrouve le mois prochain. Très bien. Merci. Oui, alors si vous voulez que Madame Bardot vous dédicace son livre L'école de Paris, elle est donc ici à votre disposition. Alors je vous ai rien volé, j'espère. Le petit garçon. Vous n'en avez pas deux.